La première question que je vais poser à Muriel, donc de la Crèce Normandie, c'est finalement cette question de la spécificité de la communication et des entreprises de l'ESS. Comment on peut définir une bonne communication et quelles sont les caractéristiques d'une communication pour l'économie sociale et solidaire, pour une entreprise? À quoi ça se reconnaît? Alors déjà, je vais juste resituer rapidement la Crèce qui est avec les Crèces. Donc il y en a une dans chaque région. Les chambres régionales d'économie sociale et solidaire sont des associations. Et elles ont été reconnues, et leur mission a été reconnue dans la loi de 2014 qu'évoquait Fabrice tout de suite, dans la loi Hamon. Et on a notamment une mission de promotion. Ça c'est très important au niveau régional, promotion de l'économie sociale et solidaire et de représentation de ces acteurs. Et donc, dans ce cadre-là, pour nous, à la Crèce, la communication de l'ESS, elle doit déjà être vraie. On va montrer ce qu'on fait et toute notre activité et qui n'est pas une communication sur le paraître. Elle doit être engagée, responsable et inclusive. Voilà pour premier temps, en tout cas. On va un peu plus loin dans les mots. Responsable, inclusif et vrai. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait des communications qui ne seraient pas inclusives, des communications qui seraient fausses et qui seraient irresponsables? Ah bah oui. Après, voilà, je ne peux pas vous citer d'exemple, mais vrai. Nous, en fait, dans l'économie sociale et solidaire, ce qu'on défend sont des projets politiques que portent des associations, des mutuelles, des coopératives. Donc ce sont des projets collectifs où les gens se rencontrent, échangent, débattent, décident des choses ensemble. Donc la communication, elle est construite à plusieurs. Elle est là pour montrer ce qu'on fait de bien ensemble. Oui, c'est vraiment l'objet, c'est de montrer ce qu'on fait et sur le terrain, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est des structures qui sont localement, qui répondent à des besoins sur les territoires, auprès des habitants, où l'économie marchande ne veut pas aller. Elle est engagée de fait, elle dans l'économie sociale et solidaire, c'est pas, le but c'est pas de s'enrichir ou d'enrichir des actionnaires, parce que nous on n'a pas d'actionnaires, ce sont des sociétés de personnes et pas des sociétés de capitaux. Et je disais responsable parce que aussi dans notre ADN, on met responsabilité écologique, notamment maintenant toute la question de la transition écologique et sur lesquelles les structures d'ESS tendent aussi à se transformer, et inclusive parce qu'elles doivent et elles tiennent compte de l'ensemble des personnes, qu'elles soient handicapées, hommes, femmes, l'inclusion très très large, voilà. Et je pense que maintenant il y a des outils aussi en communication, que ce soit les polices de caractère haut, qui permettent tout ça, notamment sur le côté durable, responsable et inclusif, pour permettre aux gens qui sont malvoyants ou de bien pouvoir lire les caractères. Il y a aussi le côté très technique de la communication qui peut être tout ça à la fois. Sandrine Ligeret-Fourcault, à l'ADAPI, je crois que la communication, elle est faite aussi pour montrer ses performances. Montrer les performances d'une association et qui, je le disais tout à l'heure, travaille sur l'intérêt général, etc., etc. Ceci dit, est-ce que ce que vous faites dans la communication au sein de cette association vers l'extérieur et vers l'intérieur, c'est un simple service support ou c'est plus important qu'un service support? C'est plus important, c'est un service support, mais avec une orientation stratégique forte. Donc c'est une fonction de support qui a une fonction de conseil et de stratégie. Et puis ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que l'ADAPI dedans, on est dans le secteur social et médico-social, mais rappelez peut-être qu'il y a une situation économique sociale forte qui est propre au secteur associatif. On est vraiment dans un contexte de maîtrise des dépenses, avec des budgets contraints. On a aussi l'exigence accrue des pouvoirs publics envers les associations, qui est extrêmement forte aussi. Il y a aussi l'importance de promouvoir nos savoir-faire, et ça il faut le dire. Et puis aussi la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement. Donc ça c'est ce contexte-là qui va en fait décliner un plan de communication, une communication spécifique. Et à l'ADAPI de l'Or, la communication que l'on déploie, c'est une communication
essentiellement institutionnelle, c'est-à-dire une communication de vitrine, une communication informative. Et donc, on va travailler essentiellement la notoriété, la marque, effectivement, employeur qui est la devise de l'ordre, sa crédibilité, son attractivité, mais pour ça, cette déclinaison-là veut dire qu'on n'a pas d'objectif commercial. Donc pour nous, c'est une spécificité, puisque la communication dans ce cadre-là, elle n'est pas adossée à un service marketing, si vous voulez, qui ferait qu'elle travaillerait de concert, en étroite corrélation, pour justement, comme les économies marchandes, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais on n'est pas du tout dans cet objectif d'objectif commercial. Je ne suis pas soumis à un objectif commercial, ça je le rappelle complètement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que notre communication, c'est une communication où en fait on va vouloir communiquer sur notre marque, sur notre cause solidaire, parce qu'aujourd'hui le social et médico-social, eh bien, il est, on va dire, structuré par une transformation de l'offre actuelle. Aujourd'hui, on est traversé par une mouvance inclusive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les associations qui œuvrent pour, par exemple, pour le handicap, sont soumises, on va dire, à une réglementation, à une exigence, on va dire, des politiques publiques. Ils disent, voilà, maintenant, vous accompagnez les personnes, vous devez les accompagner vers le droit commun, de plus en plus, si possible, ou encore, vous devez essayer de développer des mécanismes de partage, d'adhésion, de pouvoir sensibiliser différents publics, pas seulement des personnes en situation de handicap, mais aussi les acteurs du territoire, pour qu'on puisse travailler en complémentarité. Voilà, c'est important, pour trouver des nouvelles manières de travailler ensemble. Ça, c'est un premier point. Et puis aussi parce qu'on doit absolument, je ne vais pas être longtemps, mais simplement aussi, c'est aussi communiquer, c'est aussi soutenir donc une cause d'intérêt général, pour le coup vraiment global, mais aussi promouvoir ses savoir-faire, ses compétences, ses idées, ses valeurs, ses engagements. Et c'est un moyen aussi d'affirmer son projet stratégique global et répondre à ses obligations. Parce qu'on doit répondre à ses obligations. Et ça, c'est un enjeu majeur pour nous. Et pour ça, ça veut dire aussi, eh bien oui, nous démarquer aussi de la concurrence, aussi des autres organisations qui œuvrent comme nous aussi pour le handicap, mais, en faveur du handicap, mais aussi de trouver des moyens de travailler ensemble de façon, autour d'un projet commun, qui est le parcours en fait de la personne, qui n'est plus compartimenté comme autrefois. Et ça fait partie du virage inclusif. Maintenant, il faut accompagner de manière globale. Donc, en complémentarité avec les acteurs du territoire et puis aussi avec tout cet aspect de mécanisme de partage, d'adhésion pour un projet commun. Donc ça, c'est important. Enfin, je pense que c'est vraiment des éléments importants. Je pourrais poser tout à l'heure la question à ceux qui sont présents physiquement dans la salle, s'ils ont exactement compris ce que c'était qu'un parcours inclusif, un parcours en commun, etc. Et puis, comme ça, en fonction de ce qu'ils ont compris, vous regarderez ou vous écouterez si effectivement le message est passé ou pas. On pourra jouer un petit peu là-dessus. Juste pour préciser, en fait, un parcours inclusif, c'est un parcours en fait, on accompagne les personnes qui sont dans les murs, en fait, ce qu'on appelle l'institutionnalisation, vous voyez, dans les structures. Et donc, on essaie d'accompagner hors les murs vers le droit commun, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les personnes ne soient plus accompagnées de manière cloisonnée. Voilà, il faut décloisonner aussi bien sur le suivi social que de santé. Et donc, on travaille avec les acteurs du territoire, qui sont les hôpitaux, le sanitaire, mais aussi, on va dire, l'éducation nationale pour les enfants. Voilà. Ouvrir, on va dire, les portes pour pouvoir accompagner au plus près d'une manière plus inclusive. C'est ça l'objet, en fait. Docteur Marie-Christine Quertier, vous, la communication, ce n'est pas votre quotidien, et en même temps, vous ne feriez pas le même métier si vous n'étiez pas communicante. Vous dites parfois que, en fait, dans ce que vous menez comme action, il s'agit de donner suffisamment d'informations aux personnes qui ne sont pas des patients, qui sont des citoyens. Vous leur écrivez, vous leur parlez, donnez suffisamment d'informations
aux gens à qui vous parlez, à qui vous écrivez, pour qu'ils soient éclairés dans leurs décisions. Cette phrase, elle est très, très pleine de sens, si j'ose dire. Il y a éclairé dans une décision, il y a suffisamment d'informations. Et puis évidemment, il y a les données, donc c'est pas vendre. Mais du coup, il s'agit bien de dépistage. Et il s'agit de dépistage du cancer du sein, de différents cancers. Et c'est comment vous arrivez à faire ça, donner suffisamment d'informations. Et aujourd'hui, on reviendra peut-être sur l'histoire, puisque vous voyez un peu que les messages ont changé. Mais comment vous pouvez estimer que vous avez donné suffisamment d'informations à des gens pour qu'ils soient éclairés et qu'ils puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause? De quelle manière vous procédez? Alors en fait, oui, la communication pour nous, c'est une toute petite partie de notre travail, hein, puisque dans notre cahier des charges, on a surtout à inviter une population à participer aux 3 dépistages que l'on propose. On s'adresse à des tranches d'âge différentes, on s'adresse à des sexes différents, et on s'adresse à toute une population qui est saine, a priori saine, et qui ne demande rien. On les incite à faire un dépistage, eux ne sont pas demandeurs, ils n'ont pas consulté leur médecin traitant. Pour autant, effectivement, cette communication, elle est importante, c'est du quotidien pour nous, même si on n'a pas, enfin moi sur le temps que j'y passe, ça pourrait être considéré à 2-3% de tout le travail que j'ai à faire, mais on a cette exigence dans la communication, d'abord parce que on a un code de déontologie qui nous dit bien qu'on ne doit pas faire de publicité, là, on est sur la communication. Et puis, on a 2 actes de communication. On a vers le public et on a vers les professionnels de santé. Et là, c'est complètement différent. Professionnels de santé, on est sur du scientifique, sur des articles, sur un cahier des charges. Enfin, c'est blindé. Voilà, on a ce qu'il faut. Pour la population, effectivement, en tout cas, c'est une injonction que nous avons eue de nos tutelles, et moi j'y tiens beaucoup comme ancien médecin généraliste, c'est que je ne cherche pas, même si on a une demande très forte des pouvoirs publics qu'il y ait une participation la plus importante possible de la population, parce que notre structure, elle coûte beaucoup d'argent public, qu'on ait de la participation ou qu'on n'ait pas de participation. Et que si les objectifs de santé publique ne sont pas réunis, je vous donne un exemple, si sur le cancer du sein, on a 10% de la population qui participe, c'est un fiasco total, parce que c'est-à-dire qu'on a engagé une structure, on engage du personnel, et puis des fonds pour 10% de la population, et on sait qu'on n'aura pas d'impact en plus en santé publique et sur la mortalité de ces cancers. Donc on doit inciter une population à participer, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Et effectivement, pour moi, il ne s'agit pas de rendre ce dépistage obligatoire, mais bien que les personnes qui font le choix de participer le fassent en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'elles peuvent, alors qu'elles ne sont pas demandeuses, qu'elles ne ressentent aucun signe, aller faire une mammographie et se retrouver avec une biopsie, un spécialiste, et peut-être un résultat négatif au bout du compte. Donc ça aura été un effet délétère du dépistage. On l'aura inquiété pour rien. Et puis il y a des personnes, au contraire, que l'on va permettre, c'est tout l'objectif du dépistage, c'est d'arriver plus vite dans la maladie et de leur permettre des traitements moins lourds et de guérir de cette maladie, de ce cancer. Donc voilà, il y a ce choix, et en fait on ne sait jamais si on a réussi. On ne peut pas le savoir. On peut le savoir quand on est en réunion publique, quand on est face aux personnes, mais on sait qu'on a... Ce qui est important aussi dans la santé, c'est que quand vous faites une réunion publique, vous avez qui? Vous avez les personnes qui ont déjà été atteintes par la maladie, le plus souvent, ou qui ont des proches atteints de la maladie. Sinon, faites une réunion publique avec le thème cancer, il n'y a personne. Et vous avez qu'un public déjà biaisé. Donc en fait, pour nous, c'est les seules personnes qu'on arrive à rencontrer. Parce qu'on n'a pas de contact, hormis nos courriers, ou nos flyers, et avec une communication, mais on va peut-être revenir dessus, une communication qui a évolué au fil du temps, mais on a une communication qui est quand même assez standardisée avec l'Institut national des statistiques. Pierre Desfontaines, je reviens bien. Vous êtes président de coopérative funéraire et vous communiquez également. Vous avez, à peu de choses près, quasiment 2 ans d'existence. Vous avez été évidemment contraint de communiquer, parce que sans communication, il n'y avait pas d'existence. Personne n'aurait su
vous avez peut-être déposé des statuts, créé la coopérative, eu des conseillers funéraires, mais finalement pas de clients. Donc déjà aussi, pour trouver des clients, il fallait communiquer. Et puis, il fallait aussi communiquer pour trouver des sociétés, parce que c'est une particularité chez vous. Et du coup, de manière un peu plus simple, qu'est-ce que vous avez fait réellement et à quoi ça vous a servi? Alors moi, je vais refaire comme mes collègues, je vais resituer un peu le contexte rapidement. La coopérative funéraire, donc c'est une entreprise des pompes funèbres qui appartient à ses sociétaires. Donc on est allé à la recherche, on est allé vers des citoyens lambda, des partenaires, des professionnels pour les inviter à devenir sociétaires de notre coopérative. Et c'est aussi une structure qui, évidemment, va à la recherche de clients, voilà, même si c'est pas du tout le mot que nous on emprunte, nous on parle de famille accompagnée. Voilà. Donc on a 2 ans d'existence et on s'est bien rendu compte que sur un secteur contraint, comme peut l'être le funéraire en matière de communication, si on ne va pas vers le public, si on ne va pas vers nos collègues du funéraire, on ne nous connaît pas. Et si on ne nous connaît pas, on ne fait pas appel à nous. Ça veut dire qu'on n'accompagne pas de famille. Voilà. Donc nous, notre activité, elle répond à 2 missions. La première, c'est la promotion et l'information des familles sur les pratiques funéraires, donc qu'elles soient celles d'actualité, mais également les nouvelles pratiques, les nouveautés en matière de funéraire. Et puis, on a la deuxième, évidemment, et ça, du coup, ça me fait assez écho, ce que j'entends ici et là, c'est l'activité de pompe funèbre, le service de pompe funèbre, comme vous pouvez rencontrer au coin de la rue chez vous, à côté du boulanger du quartier, il y a certainement une entreprise de pompe funèbre. Eh bien, on fait la même chose. Donc, sauf que le funéraire, on ne communique pas comme on veut. Donc, nous, on a mis en place le café mortel. Le café mortel, c'est ce qu'on est en train de faire là. Voilà. On se réunit, on discute d'un sujet, d'une thématique un peu particulière. Donc ça peut être les démarches après décès, la préparation, ça peut être les plantes en lien avec le funéraire. Bref, un sujet qui va nous permettre d'aborder la mort, de se dire quand même, en fait, ça ne fait pas mourir d'en parler. Parce que contrairement, voilà, comme le disait notre cher docteur, on arrive en face de publics qui ne sont pas forcément préparés. Donc on ne peut pas arriver avec nos gros sabots en disant « Bon voilà notre contrat obsèque ». Ah non, évidemment que non. Donc on arrive, on crée de la convivialité, on crée un temps d'échange, un moment vraiment dédié, cocooning, avec une thématique qui va parler à peut-être plus à l'un qu'à l'autre, voilà, et qui va nous permettre, en tissant du lien justement avec ces publics qu'on va rencontrer là, d'aborder la mort et d'aborder les pratiques et par là même, voilà, la préparation peut-être des obsèques ou l'accompagnement à terme d'un des membres de la famille ou des amis, ou voilà. En tout cas, c'est juste dire, ben voilà, il y a aussi des choses qui existent, la coopérative existe. Donc, principale action, les cafés mortels jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est des cafés mortels qui peuvent se décliner, qui se sont déclinés en balade mortelle, donc animés par des bénévoles, évidemment. Et ça, c'est quoi? C'est déambuler dans les cimetières cannés. Voilà. Et c'est vachement bien si vous savez pas quoi faire un dimanche. Franchement, c'est top. Et puis, on fait aussi voilà, de la co-animation de ciné-débat. On est présent sur des festivals, comment on appelle ça, le salon des métiers. Bref, tout ce qui nous permet d'aborder les sujets. Et entre autres, les nouvelles pratiques. Tout à fait. Parce que on peut apprendre qu'il y a maintenant des cercueils en carton. Maintenant. Oui, il y a des cercueils en carton. On parle beaucoup d'humusation aussi. Donc là, c'est humusation. C'est quand votre corps devient du compost. Voilà. Et là, du coup, ça peut résoudre pas mal de problèmes écologiques. Ah bah évidemment. Évidemment. Et puis voilà, il y a des pratiques, comme vous dites, le cercueil en carton, c'est quelque chose que parfois on peut mésestimer ou ne pas connaître. Et alors qu'en fait, pourquoi pas? On a aussi et ça c'est une spécificité de la COP, on a construit un cercueil avec un ESAT. Donc c'est un ESAT qui est situé à Falaise, qui s'appelle les Conquérants, et qui dépend de l'ADAPI, voilà, de Falaise Pays d'Auge. Et ce cercueil
est entièrement français, construit avec de la main-d'œuvre, par de la main-d'œuvre qualifiée en situation de handicap. Ça, c'est notre fierté à nous, voilà, on le porte, on l'assume, on est content. Et pour nous, c'est une nouvelle pratique. Et du coup aussi un objet, si j'ose dire, porteur de sens, ouais. et sur lequel et avec lequel vous pouvez communiquer. Tout à fait. On reviendra parce qu'à la CRES Normandie, il y a un club des communicants de l'économie sociale qui est en création et en développement. Et là, je vais donner la parole à Charlotte Danouet, qui représente Nota Bene. Hein. Et avec Nota Bene, du coup, vous êtes un peu je disais tout à l'heure, un peu la seule personne qui n'est pas directement dans une structure de l'économie sociale et solidaire, qui est dans l'agence de communication. Et comment ça vous apparaît, cette question posée comme ça, un peu qui descend de Mars? Et finalement, est-ce qu'il y a une communication spécifique pour les organismes de l'ESS et pour les activités qui sont portées quand même parfois essentiellement par des entreprises de l'économie sociale et solidaire? Comment ça vous apparaît? Est-ce qu'elle est vraiment spécifique ou est-ce que c'est, comme parfois dans l'économie sociale et solidaire, une fausse question? Alors, je ne vais pas vous faire une réponse de Normande avec ni oui ni non. En tout cas, pour Nota Bene et pour l'agence que je représente, mon point de vue personnel, parce que c'est aussi ça, c'est que la communication, oui, elle est spécifique. Elle est spécifique parce que vous l'avez tout dit à votre image, à votre échelle, selon vos combats. La communication de l'ESS, elle a ce petit supplément d'âme. Et ce qu'on va chercher à la fois chez Nota Bene, que je représente, donc, les professionnels de la communication en Normandie, mais aussi en agence de communication, moi je travaille pour l'agence Imagine France à Caen, c'est de sortir dans chaque projet, dans chaque action, ce supplément d'âme. C'est-à-dire ce qu'on appelle le why. Qu'est-ce qui fait que l'ADPI, ton entreprise, la CRES, vos combats, qu'est-ce qui fait que c'est différent au quotidien? Comment vous voulez le mettre en avant? Quel est le plus? Qu'est-ce qui va être vos marqueurs? Qu'est-ce qui va être vos combats? Vraiment tout le why. J'avais noté, moi, effectivement, ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi. Et la différence avec une entreprise classique ou une entreprise du CAC 40, c'est que vous pouvez beaucoup plus, et on le voit dans notre accompagnement au quotidien en tant qu'agence, vous pouvez beaucoup plus vous recentrer avec la liberté que vous avez sur vos valeurs et sur votre why, sur vos combats. Alors que... Je vous interromps, oui. La notion de combat, c'est propre à l'époque, tout le monde doit combattre, ou c'est propre aux entreprises de l'économie sociale qui ont des combats, et celles qui ne sont pas dans l'économie sociale n'ont pas de combat? Pourquoi on emploie un mot guerrier comme ça? Alors, c'est pas un mot guerrier pour moi, c'est d'abord un mot militant, et je pense que ça colle mieux à l'ADN de l'ESS. Mais effectivement, une entreprise du CAC 40 aura aussi des combats, mais elle a aussi d'autres, pour finir ce que je disais tout à l'heure, elle a aussi d'autres objectifs. Des objectifs commerciaux extrêmement forts, où il faut effectivement trouver, grâce au marketing et à la communication, la rentabilité. Là où on va prendre un prisme un peu différent dans l'ESS, c'est qu'on va pouvoir parler beaucoup plus de ses valeurs, de ce qu'on fait. L'exemple de Gaël, là, il est excellent. Finalement, ce café mortel, ces balades mortelles, c'est ce que tu fais, c'est ce que vous faites, c'est un exemple très concret. Et pour moi, c'est ça la grande différence. Et c'est pour ça que c'est différent d'accompagner une structure ESS que d'accompagner une PME, une ETI ou un grand groupe. Je prenais le mot combat, oui. Mais il y a aussi le mot engagé. On dit maintenant que toutes les entreprises s'engagent. L'été dernier, il y avait une très grande entreprise, probablement dans le CAC 40, qui venait de signer un grand contrat de sponsorisation et qui disait, elle travaille dans un secteur qui est, on dirait, très très financier, et elle disait toute l'entreprise s'est engagée pour cet événement. Je pense que c'était absolument pas l'entreprise qui s'était engagée pour cet événement, c'était une opération de publicité. Donc, de temps en temps aussi, sur les mots, les uns et les autres jouent. Non? Oui, tout à fait. On peut toujours se dire que le marketing, la com, on joue sur les mots, on a des notions d'influence, voire parfois peut-être on peut aller même jusque-là, allez, on y va, de propagande. Mais attention, moi je crois qu'aujourd'hui, on est quand même en 2024, enfin 2023-2024, déjà 2024 dans ma tête. La communication, c'est plus un tabou. La communication, elle est au service de vos structures. La communication, elle est source de financement, elle est source de reconnaissance et elle est j'allais dire, une étape, une brique, et elle est indispensable.
j'ai envie de vous rejoindre en disant Plus fort. j'ai envie de vous rejoindre en disant que la structure parle d'elle, mais au service du plus grand qu'elle-même. C'est ça. C'est du plus grand que soi finalement. Je pense que c'est toute la différence réellement. Donc évidemment dans toute communication on a pourquoi communiquer, que voulons-nous dire, et puis avec quelle cible, avec quels moyens, ça sera toujours de la communication. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'on en fait et au service de quels engagements, de quelles valeurs on en fait. Mais du coup, vous pourriez presque tout sous-titrer votre parole en disant c'est pas que de la com. C'est ça? Mais qu'est-ce que la communication? Parce que c'est pas creux, du coup. Quand quelqu'un commençait en disant dans une entreprise de l'ESS, elle doit être vraie, authentique, inclusive et autres, il y a un certain sens qui est porté, c'est ça? Oui, je pense qu'on peut le prouver, contrairement à de la communication très marketée, très marketing. Et ça revient à ce que je disais, c'est construit collectivement dans ces structures-là. On a toutes les... et c'est aussi ce qui peut faire défaut, ce qu'on disait, où ça a évolué et que... Enfin, toutes les structures de l'ESS ne s'en emparent pas forcément. Il y a un petit déficit aussi de communication, notamment dans certaines petites associations, où on doit mettre tout le monde, toutes les parties prenantes en commun, donc les adhérents, bénévoles, qui sont parfois vieillissants, qui ne maîtrisent pas bien les outils de communication, qui doivent être un relais, en fait, autant que les salariés, de ce que fait la structure et de porter le message du projet politique de la structure. Et également de personnes qui sont là depuis très très longtemps et qui ne voient pas, qui ne comprennent pas en fait que communiquer, c'est comme on disait, c'est pas un gros mot en fait, c'est pas plus un tabou, c'est plus un tabou et c'est voilà, C'est pas péjoratif. Voilà, c'est pas péjoratif et c'est pas du marketing en fait, et c'est juste dire nous ce qu'on fait, on le fait très bien et voilà, on vous le montre et venez, rejoignez-nous et on a des valeurs qui sont réelles quoi. Je peux compléter? Oui, oui. Du coup, ça me fait écho complètement. Et moi, j'ai envie juste de rajouter que quand on communique, je crois, en tant qu'asso, en tant que COP, on communique sur un projet, sur une action, sur des gens. Voilà. On ne communique pas sur un produit avec des lignes en bas, voilà, que personne ne lit, et qui, arrivé au bout du bout chez le marchand, ils vont se faire bim, aligner parce que ça va leur coûter un bras. Nous, notre com, elle est transparente. Il n'y a pas de petite ligne en bas, on parle d'un projet, on parle, comme je le disais, d'une action qu'on met en œuvre, on parle des publics avec lesquels on va monter cette action ou des familles qu'on va accompagner. Et en fait, je pense que les collègues, c'est la même chose. Après, on a ce déficit dans certaines assos, et en même temps, la communication, on ne va pas se mentir, c'est extrêmement chronophage. C'est quelque chose qui, ça prend un temps de dingue. Donc, et puis, ça coûte un petit peu de sous. Et donc, c'est aussi pour ça que, vous parliez du club des communicants tout à l'heure. Oui, il y a aussi un gros travail au sein de la CRES depuis 1 an et demi de repositionnement de qui on est et de notre mission régionale d'accompagnement, de représentation et, comme je disais, de promotion de l'ensemble des acteurs normands de l'ESS. Et du coup, on a mis en place au printemps, on a lancé un club des communicants normands de l'ESS, donc ouvert à toutes les structures normandes de l'ESS, pas uniquement à nos adhérents, et qui est vraiment, qui a comme objectif évidemment de faire mouvement, de se reconnaître dans l'ESS, de se dire qu'en passant par les communicants, ou en tout cas ceux qui ont une fonction, parce que il y a beaucoup de structures qui n'ont pas de communicants dans en leur sein, et donc des personnes qui font toutes les tâches au sein d'une association, notamment pour les associations. Mais donc du coup, on a tout type de personnes, de membres, de responsables de communication d'une banque coopérative à quelqu'un qui développe les projets dans une petite association. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir, en passant par déjà d'avoir ces communicants qui soient des ambassadeurs, que eux, ils font partie de l'ESS. Parce qu'on disait, ce qui nous réunit tous, c'est les mêmes valeurs, et qu'on soit associatif, mutualiste, coopératif, on est dans le grand ensemble de l'économie sociale et solidaire. Et également, c'est aussi d'outiller ces communicants-là. Donc c'est notre rôle, c'est de s'outiller entre nous en échange de bonnes pratiques, des choses qui fonctionnent bien, des choses très techniques du métier de communicant,
Et quand même, l'un des constats, lors de notre première réunion au mois de mai, on a une cinquantaine de membres, il y a une trentaine de personnes qui ont, quand j'ai lancé l'information juste comme ça sur les réseaux et par mailing, en 2 jours, il y avait quand même 30 communicants qui sont venus vers moi pour participer au club. Et donc, le constat, c'est l'isolement de ce métier-là aussi. Et du coup, d'avoir aussi un espace d'échange entre pairs est très important. Et on peut y venir, je veux dire, un petit peu à la carte. La seule chose qu'on demande, c'est l'échange de compétences qu'on peut apporter aux membres du club. Et en même temps, on valorise tous l'ESS, nos structures. Et il y a aussi, moi en tant que membre, Muriel, Gaëlle, Sandrine, on fait aussi partie de ce club-là et ce qu'on peut s'apporter les uns les autres. Et donc, on est vraiment aussi dans ce côté de SS, de collectif. On est vraiment, on travaille tous ensemble pour s'apporter des choses. Sandrine Girey-Fourcault, vous, l'un des axes pour vous différencier l'ADAPI des concurrents, vous évoquez, je crois, la différenciation partenariale. Donc, au-delà des 2 mots, évidemment, la communication, elle sert à différencier, mais partenariat, ça vous sert à quoi de monter des partenariats ou de travailler avec les autres pour mettre en avant ce que vous êtes? On travaille sur des projets communs. Je vais vous demander de parler un tout. On travaille sur un projet commun que sont les parcours des personnes. Donc, on n'est pas dans une posture soliloque. On n'est pas dans une posture, de positionnement où en fait il nous faut absolument répondre à un appel à projet et où on sera les tenants et les aboutissants de ce qu'appelle un projet, bien sûr que nous. On va être amené à ouvrir des passerelles avec d'autres acteurs du territoire, donc ce sont des synergies, l'éducation nationale, et donc on devra travailler ensemble étroitement pour pouvoir répondre à ce besoin, à ces projets globaux qui nous ouvrent cet appel à projet et qui demande vraiment une synergie, effectivement. Une manière de collaborer ensemble, une manière partenariale et collaborative. On n'est pas dans une posture simplement ADAPI de l'Orne et je prends ce marché, c'est pas ça du tout, parce que sinon on irait droit dans le mur. On a besoin des autres, on a besoin et de nos concurrents et de nos partenaires pour pouvoir vraiment œuvrer ensemble sur ce projet. Sinon, vous expliquez qui vous êtes à plusieurs et toujours à plusieurs. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est à notre entité, on a notre marque, bien sûr, mais il faut bien comprendre que nos publics, on sensibilise différents publics. Aujourd'hui, on met en œuvre, par exemple, le facile à lire et à comprendre. Le facile à lire et à comprendre. Parce que c'est un outil de communication qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui, parce que il répond vraiment à l'objectif de l'inclusion. Il faut que les textes, que les articles que l'on produit, que les supports de communication que l'on produit puissent être le plus accessible possible auprès des gens. Et donc le facile à lire à comprendre a cette capacité de pouvoir aisément comprendre un texte. Et de plus en plus, les politiques s'en emparent, ne serait-ce que pour leur propre discours politique, parce qu'ils veulent être touchés le plus grand nombre possible. Et donc quelque part, ça, ce FAC vient du mouvement social et médico-social, qui est aussi de l'injonction des politiques publiques, on est bien d'accord. Mais on doit se mettre en conformité pour vraiment développer cette communication spécifique qui nous est demandée et qui fait partie de nos obligations dans nos règlements intérieurs, dans nos livrets d'accueil. Quand on fait un livret d'accueil dans nos établissements et services, on a besoin d'avoir cet outil. Donc, est-ce que c'est une communication spécifique? Eh bien, je vais vous dire oui, là pour le coup, c'est vraiment une communication spécifique. Docteur Marie-Christine Cartier, on a évoqué tout à l'heure un peu l'exigence que vous aviez, et du coup, vous êtes arrêté à la promesse, d'une certaine manière, et en même temps la limite, c'est que vous ne saviez pas exactement, même si vous mesurez énormément de choses, ce n'est pas forcément des aspects que vous mesurez, de quelle manière les mots ont évolué dans les messages qu'un organisme comme le vôtre, donc en matière de dépistage contre le cancer, de quelle manière les mots ont changé en 10-15 ans, et puis aussi, est-ce que si ce n'était pas un organisme non lucratif qui mettait en scène
cette communication, cette information, et si c'était un organisme lucratif, est-ce que les mots également seraient différents? Oui, très certainement. Alors, juste avant, je voulais revenir sur oui. ce que vous disiez à l'instant. C'est très intéressant parce que nous, par exemple, dans le dépistage des cancers, on va s'adresser à tout public. Donc on a du public qui est vraiment très cultivé, très informé et qui ne va pas supporter des flyers avec une littératie pauvre, par exemple. Et inversement, si on a juste des messages extrêmement complexes, scientifiques, ben on sait qu'on va louper une partie de la cible. Donc il faut qu'on arrive à s'adapter en permanence à tous les publics, et le public, encore une fois, qu'on ne rencontre pas, sauf quand on va dans un foyer pour personnes en situation de handicap. Là, on cible avant, on sait qui on va rencontrer, mais il est évident que le choix éclairé trouve ses limites à ce moment-là, parce que aller expliquer les faux positifs, les faux négatifs, les biopsies, là on rentre quand même dans il y a besoin quand même d'avoir un public un peu informé. Donc pour revenir à votre question, la façon dont les choses ont évolué, les campagnes de dépistage, alors moi déjà j'ai pas de concurrent, c'est royal, il n'y a pas de concurrent aux structures de dépistage, si ce n'est le dépistage individuel, c'est-à-dire qu'une femme elle peut toujours aller faire une mammographie avec une ordonnance de son médecin, mais elle n'a pas tous les services qu'une structure de dépistage propose. Il n'y a pas la deuxième lecture des clichés, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on est obligé de mettre en avant pour faire cette promotion du dépistage organisé et que les professionnels de santé eux-mêmes sont censés faire, parce qu'il y a une perte de chance. C'est vrai qu'un professionnel de santé qui ne va pas orienter la femme vers un dépistage, je parle pour l'instant que du sein, qui ne va pas orienter les femmes vers un dépistage organisé, qui va faire une ordonnance, il prive cette femme d'une deuxième lecture. Or, en deuxième lecture, donc, en fait, les clichés normaux sont revus chez nous par un radiologue expert, et on trouve des cancers qui sont passés complètement inaperçus, des signes subtils. Et donc, le professionnel de santé peut être attaqué. La femme peut dire, mais vous ne me l'avez pas proposé, il y a une perte de chance, et donc, il peut être attaqué. Donc, ça nous aide aussi à avoir un taux de participation. Donc, moi, ce que j'en vois, c'est la partie quantitative et la partie qualitative, par contre, je ne peux pas la mesurer. Mais les messages ont évolué. Quand on a commencé, il y a 20 ans, le dépistage organisé, c'était la généralisation. Il y avait, alors pour les plus anciens, vous souvenez peut-être, il y avait la belle affiche de Marlène Jobert qui était très bien maquillée, qui était sublime, en disant « je fais attention, petite j'espérais en avoir, adolescente, je me demandais si j'allais plaire aux garçons, et maintenant je me demande si mes seins sont en bonne santé ». C'est des messages qui passeraient absolument plus. Vous m'avez également parlé d'une marque de saucisson, je crois. Oui, alors ça c'est Octobre Rose. Alors effectivement, on a eu d'abord ces messages très glamour, mais avec la féminité des seins. Il y a eu des courriers, à l'époque, les courriers étaient assez culpabilisants. C'était 11 000 femmes meurent du cancer du sein par an en France par négligence. Et là on dit non, on ne peut pas, quoi. On disait aussi, si vous faites votre mammographie régulièrement, on va vous éviter le cancer. Non, c'est faux. Faire le dépistage, c'est arriver tôt dans le cancer, mais on ne peut pas éviter le cancer. Donc ces messages-là ont été complètement repris. Maintenant, on est dans du factuel, dans du quoi. Et Octobre Rose, pour les Canets qui connaissent par exemple la Rochambelle, où on a connu jusqu'à 20 000 femmes dans les rues de Caen, déguisées, il y a un marketing terrible autour, la vente de goodies, toutes les femmes sont en rose, vous les interrogez, vous en avez 1 sur 5 qui sait pourquoi elle est là. Les autres, elles font la fête entre copines. C'est-à-dire qu'on a perdu le message. Octobre Rose, il y a tellement de roses partout et on fait la fête entre filles qu'on ne sait même plus pourquoi on vient faire Octobre Rose. Et ça a été vraiment, j'ai regardé moi au fil des années, il y a eu des M&M's roses, il y a eu du saucisson avec le truc Octobre Rose, alors qu'on sait qu'on n'arrête pas de dire dans les messages, attention pour les cancers, pas trop de charcuterie, pas alimentation équilibrée, et il y a eu vraiment un impact commercial très fort au moment d'Octobre Rose. Donc ce serait une coopérative qui fabriquerait du saucisson, par exemple, elle n'aurait pas mis ce type de message, on peut imaginer. On peut imaginer qu'il y aurait une dimension éthique un petit peu plus développée quand même, oui. Gaëlle Desfontaines, avec le recul, avec ce qu'on vient de se dire dans votre communication, est-ce qu'il y a une vraie différence avec vos concurrents? Alors, déjà, moi je ne parle pas de concurrents. La coopérative, elle est intégrée à un paysage d'entreprise du funéraire plutôt classique,
sur le territoire normand. Mais ce n'est pas des concurrents, puisque on travaille ensemble en fait. Un exemple tout à fait concret pour vous expliquer un peu pourquoi je dis que ce n'est pas des concurrents, simplement parce que nous, notre coopérative, elle n'a pas de chambre funéraire. Un défunt, à moins de rester à domicile ou en chambre mortuaire, il va bien falloir le mettre quelque part. Si on commence à se brouiller avec les entreprises du funéraire du territoire, oula, donc non. Nous, c'est nos partenaires, on se complète. Le crématorium est un partenaire de la coopérative et pour autant, il organise aussi des cérémonies funéraires. Donc, on travaille ensemble sur les territoires plus ou moins larges de Camp-la-Mer. Et oui, pour le coup, je pense qu'on communique différemment. Là où j'ai en tête un professionnel, enfin une structure qui affiche un 4x3 avec des jolies urnes et tout ça, moi ça me va bien, hein, pourquoi pas, mais c'est pas mon délire. C'est pas celui du collectif. Nous, ce qu'on veut, c'est rencontrer les gens avec lesquels on va évoluer. Vous avez osé le faire, je crois, vous avez même osé faire un café mortel dans un funérarium, c'est ça? Oui. Alors on a, voilà, on se lance des petits défis comme ça. Mais bon, voilà, on a l'ambition en tout cas de se démarquer. En matière de communication, ce que je disais tout à l'heure et ce que vous avez repris aussi, c'est que notre communication, elle est, je pense, elle doit être adaptée. On ne sait pas comment la personne en face, elle va vivre le fait qu'on va parler de la mort. Voilà, si quelqu'un, si elle a vécu ça récemment, qu'elle n'a pas encore complètement digéré, en bref, il faut que ce soit adapté, il faut que ce soit cadré, il faut rendre humain tout ça, quoi. C'est pas marchand. Je me souviens d'un de vos confrères, enfin un concurrent, qui avait fait un dossier de presse avec 105 idées pour parler de la mort. Et vous, si vous aviez une idée, un truc qui vous fait rêver un peu, pour aller plus loin en osant, etc., enfin, vous auriez envie de faire quoi pour aller à la rencontre des gens de manière humaine, parce que c'est un peu un mot qui vous caractérise? Moi, j'aimerais bien que, tout comme on a des salons des métiers, des salons du funéraire, des trucs du machin, qu'on ait un festival de la mort. Festival mortel. Mais c'est cool un festival mortel en vrai. Un festival mortel. Ah oui, Harmonie Mutuelle pourrait venir, le crématorium pourrait venir, Papy André pourrait venir. Mais on pourrait s'appeler sur la festival. On choisirait sa musique pour mourir. Bien sûr, on pourrait déjà en parler. Avant même de choisir sa musique, de choisir son cercueil et machin, au moins en parler. Parce que je pense que si on interroge les présents ici, combien ont déjà, savent faire la différence entre un contrat obsèque, un arrangement funéraire, combien ont déjà posé la question à leurs parents, parce que je vois quand même qu'on a des étudiants, est-ce que tu as fait tes démarches, si jamais t'arrive quelque chose, ou est-ce que c'est nous qui allons nous coller ça? Voilà, juste on en parle, déjà on en parle. Et quoi de mieux, parce qu'on sait faire la fête, quoi de mieux qu'une fête? Donc la fête autour de la mort. Oui, évidemment. Évidemment, avec la presse, avec la Il y aurait plusieurs soirées mortelles. On pourrait en parler pendant des heures. Difficile de pouvoir. Voilà. Muriel, est-ce que, avec un peu, sans doute, une vision assez large, dans les organismes que vous accompagnez, dans le club des communicants de l'ESS, dans vos pratiques professionnelles, est-ce qu'il existe en fait quelque chose que vous pourriez délivrer comme ça cet après-midi, une sorte de méthode pour construire une communication authentique et qui appartiendrait un peu, appartenir c'est peut-être un grand mot, aux organismes de l'ESS? Est-ce qu'il y a une méthode? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est de raconter nos histoires, qui sont des vraies histoires de rencontres de personnes, d'humains. Enfin, voilà, c'est ça le SS, hein, c'est l'humain au cœur des préoccupations. On est des sociétés de personnes et pas de capitaux. Enfin, je me répète, mais on est vraiment voilà, sur le côté collectif. Il n'y a pas de recette parce qu'en fait, c'est vrai que si on demande à des... Chacun, l'ESS représente tous les secteurs d'activité. Donc la CRES, comme on représente l'ESS, on représente les secteurs d'activité, Harmonie Mutuelle et adhérente à la CRES, la coopérative et adhérente à la CRES.
Non, vous n'êtes pas un autre réseau, vous êtes adhérent à la CRES, enfin, voilà le champ du handicap. Enfin, du coup, on ne peut pas communiquer, c'est exactement ce qu'on vient de dire. S'il y avait une seule recette, en fait, on ne tiendrait pas compte du public et de la personne qu'on a en face de nous, des personnes qu'on a en face de nous. Donc non, il n'y a pas une recette. Nous, dans le club, c'est vraiment ce qu'on veut aussi mettre en commun, c'est nos spécificités, mais dans ce qu'on a de commun dans nos valeurs, et donc qu'est-ce qu'on peut avoir déjà pour essayer de se faire comprendre et se faire reconnaître en tant que grand mouvement d'économie sociale et solidaire et qui est quand même important sur nos territoires, ce qu'on a de commun et comment on le dit de manière identique pour que déjà on fasse on ait la même communication, on va dire, sur nos valeurs communes, mais après, avec chacun ses spécificités et les personnes à qui on s'adresse. Super. Je vais poser une dernière question aux intervenants et puis après je donnerai la parole à la salle et également à quelques personnes qui sont à distance comme internautes. J'ai reçu quelques questions pour l'instant et puis n'hésite pas à les envoyer. Les questions sont relayées sur mon fil SMS. Donc je vais commencer par eux et après je viens dans la salle. Dernière question pour Charlotte Gandouet. Toujours de votre point de vue en fait, hein, vous êtes encore une fois en agence et auprès d'un club de communicants et plus largement dans toute la Normandie, à peu près 250 personnes, etc. Comment est-ce que vous réagissez à ce que vous avez entendu aujourd'hui? Est-ce que tout ça c'était quelque chose d'un peu entendu? Est-ce que vous vous y attendiez, si j'ose dire? Ou est-ce que vous avez entendu des choses un peu surprenantes? Et puis, deuxième question un peu différente, est-ce que vous auriez aux auditeurs, et pourquoi pas nous tous dans la salle, quelques conseils à nous donner? Alors, ce que j'ai entendu, moi j'ai trouvé ça effectivement très riche, chacune avec son regard, chacune avec son regard et avec son expertise. Ce que je retiens, moi j'ai pris des petites notes tout à l'heure, parce qu'avec l'âge j'ai un peu peur d'oublier, c'est le aller vers, et je crois que ça caractérise vraiment tout ce que vous voulez dire, tout ce qu'on veut dire, aller vers les autres, faire ensemble, co-construire. Donc aller vers, faire ensemble, se mettre en réseau, ne pas s'isoler. La communication, c'est aussi une histoire de réseau, une histoire de mettre ces parties prenantes au cœur et de pouvoir avoir cette logique d'ouverture. Et enfin, la communication, et ça je crois qu'on partage ça tout ici, elle ne doit pas être coopérationnelle. On ne doit pas penser à l'outil, c'est-à-dire les réseaux, un logo, mais avant tout à la stratégie et à son ADN. Quels sont mes combats, je reviens là-dessus, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui me différencie, et surtout pas, jamais encore, copier ce que fait l'autre. Parce que finalement, ce qui va faire ce supplément d'âme, c'est ce qu'on va réussir à faire sortir de l'ADN de chacune de nos structures. Ça, c'était pour répondre à la première partie de la question. Pour la deuxième partie de la question, quelques conseils. Alors, un premier conseil, je viens de vous le dire, et ça va aller plus vite comme ça, c'est effectivement de prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment, en tant que structure de l'ESS, envie de dire. Et c'est pas parce que les valeurs qu'on voit souvent dans les sorties de logos, ou dans la presse, ou sur le web, ou sur les réseaux sociaux, tout simplement, tout le monde veut être authentique, tout le monde veut être performant, tout le monde veut être innovant. Ok, une fois qu'on a dit ça, finalement c'est pour tout le monde ça. Mais qu'est-ce qui va vraiment vous différencier? Quels vont être vos combats? C'est ça qu'il faut creuser. Premier conseil, ne regardez pas les autres, creusez, travaillez en réseau, prenez le temps de l'introspection. Voilà. Deuxième conseil, rompez avec les codes de la communication institutionnelle. Vous êtes structure de l'ESS, vous pouvez faire ce pas de côté, vous pouvez aller vers ce supplément d'âme, vous n'êtes pas toujours lié à des logiques marchandes, parfois certains, oui, moins effectivement, mais moi, je ne mets pas en dichotomie la communication commerciale et la communication ESS. Pour moi, c'est d'autres positionnements. Et enfin, aujourd'hui, et cette jeune génération qui est dans la salle et sûrement sur Internet aussi, en live, on a un devoir en tant que communicant de travailler la communication responsable. Et donc, allons-y vers l'éco-conception, comment on conçoit aujourd'hui des logos avec moins d'encre, comment on conçoit des supports avec moins d'aplats de couleurs, comment on conçoit aussi nos sites web pour qu'ils soient plus inclusifs, qu'on puisse mieux lire, parfois avoir tout simplement un sous-titrage pour ceux qui ne peuvent pas effectivement entendre. Voilà, cette éco-conception, elle doit être au service de nos actions, et notamment lorsqu'on est structure de l'ESS. Voilà mes trois conseils. Je vais commencer par
deux questions qui sont posées à distance. Là, les têtes, elles grattent un peu. Vous avez beaucoup parlé des valeurs. Il y a quelqu'un qui dit la performance économique, sans performance économique, il n'y a pas d'utilité et il n'y a pas de performance sociale. Donc, comment on peut faire de la communication d'une entreprise de l'ESS sans montrer et sans vendre quelque chose, sans avoir de performance économique, puisqu'on ne pourra pas montrer sa performance sociale? C'est possible? Je ne crois pas qu'il faut parler en forme de dichotomie. En fait, à vouloir trop opposer ces deux sphères. Parlez plus fort, pardon. Je ne pense pas qu'il faut faire une dichotomie entre les deux, entre l'économie marchande ou l'économie sociale et solidaire. On a tous besoin de fonctionner et de pouvoir œuvrer pour un projet ou pour un objet, enfin, qu'importe, après tout. À mon avis, c'est trop clé là d'axe, parce que il faut trouver un sens, encore une fois, l'engagement, donc et faire cohésion dans un projet social. Voilà, c'est là la différence. Alors, la performance, c'est là pour nous. Ça ne veut pas dire, enfin, être dans l'économie sociale et solidaire ne veut pas dire ne pas être performant. Ça veut dire au contraire penser différemment la performance, mais qu'elle soit là aussi. Oui, je suis plutôt, je suis carrément d'accord avec ce qui est dit là. En fait, pour le coup, la COP est quand même une entreprise. Donc, de l'ESS, d'accord, mais une entreprise quand même. Il faut qu'on paye nos charges, on a des salariés à payer, un loyer, comme d'autres structures. Donc, évidemment que la performance, elle est importante, mais c'est pas ce qui nous définit en premier. Nous, tant que les charges fixes sont payées, que nos fournisseurs le sont, j'ai envie de dire, si on a un peu de sous en réserve, c'est bien. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Mais au moins, on sait pourquoi on se lève le matin. Alors moi, j'ai une notion de performance qui est pas économique, mais il y a une participation, ça c'est ce qu'on nous demande, mais derrière, il y a la qualité du suivi des dépistages. Et ça, c'est de la performance qui est évaluée à l'échelle nationale. Et moi, j'ai des fonds publics à gérer, parce que en fait, je suis subventionnée. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est évident qu'à un moment donné, j'ai des comptes à rendre, mais c'est normal. Donc là, c'est aussi de la performance. C'est pas de la performance... On vous demande une qualité une performance en volume et une performance également en qualité, du coup. Voilà. Et c'est deux moments différents. Et dans l'absolu, la performance en qualité est celle à laquelle je suis le plus attachée. C'est comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr, il faut que les personnes participent parce qu'on sait qu'on a un impact sur la mortalité. Mais derrière, mon cahier des charges prévoit que tous les dossiers positifs du dépistage, sur les 3 dépistages, j'en assure le suivi, je m'assure que les personnes soient bien dans une filière de soins, qu'elles soient dans une filière de qualité, avec des bons professionnels, enfin agréés. Et tout ça, pour moi, c'est aussi important. Entraîner des gens vers un dépistage, si derrière on ne s'occupe pas du devenir de ces personnes, on a loupé l'objectif. Donc, mais ça, c'est aussi de la performance, mais en termes de qualité. Juste pour dire que dans l'économie sociale et solidaire, il y a bien l'économie, donc il y a bien une performance économique, il y a des entreprises dans l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas que des gens qui sont bénévoles, et encore ça aussi, ça se mesure en performance économique. Et, sauf que c'est pas une fin en soi en fait, c'est pas l'objet de nos structures, la performance économique, mais elle existe. Et il y a beaucoup de bilans d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui mettent aussi à leur compte les heures et l'argent que représente ce bénévolat. Parce que c'est économiquement sur un territoire qui valorise le bénévolat. Bien sûr. Je me tourne vers la salle. Quelles sont les premières questions? Oui. Oui. Allez-y, oui, votre question. Moi, ce qui m'interrogeait dans votre question, c'est votre question. Pourquoi spécifique? Pourquoi spécifique? La communication. Oui, moi aussi. Voilà, la communication est-elle spécifique dans les entreprises de l'économie sociale? C'est le mot spécifique. Non. Pourquoi spécifique dans votre question? En fait, quand on dit spécificité, quand on parle de spécificité, on se dit que ça veut dire qu'il y a des communications qui ne le sont pas. Ça veut dire que les outils qu'on emploie, c'est vrai, on a des outils en communication. On a la communication interne, la communication externe, on a le numérique, on a le print, on a les supports de communication, on a le newsletter, bref, on a toute une panoplie d'outils. Et c'est vrai, ce sont des outils génériques. Vous avez raison. Et donc, alors, à ce moment-là, vous êtes là dans une situation de tous gens qui communiquent. Absolument. On est des communicants. Donc, ce que vous avez comme communication possible, c'est la communication de tout le monde. C'est-à-dire une communication à caractère général,
et ensuite une communication caractéristique spécifique. C'est ça qui nous fait connaître. Ce qui veut dire. Et en fait, vous avez votre produit. Vous avez un produit, même s'il est un peu virtuel, vous avez un produit à vendre. Et là, vous êtes en train de faire du marketing produit, même si vous ne pouvez pas utiliser le mot marketing. Si on peut l'utiliser, Alors, Je ne suis pas fâchée avec le marketing. Non, on on l'utilise. enfin, je viens de parler de performance économique. je vais vous répondre quand même, c'est que si les outils sont génériques, en fait, on est adossé à une stratégie. Il ne faut pas oublier, c'est ce que vous disiez au tout début du débat, c'est qu'on est adossé à une stratégie d'organisation. Mais après, tout dépend de l'orientation que l'on donne. Et c'est pareil dans la communication, j'aurais envie de dire aussi, dans les formations, il y a tellement de formations tellement différentes. Et l'idée serait d'homogénéiser un petit peu cette formation en communication pour pouvoir justement avoir quelque chose de très global et qu'on ait des outils vraiment bien performants pour tout à chacun. En Et fait, c'est dans la c'est communication. un peu différent. C'était de me dire, mais pourquoi aujourd'hui, ces gens-là qui existent depuis X temps se posent la question de la communication. Ils ont bien fait dans la matière. Justement, je pense qu'on l'a un petit peu oublié, enfin ce qu'on disait tout à l'heure. La communication vivons heureux, vivons cachés, c'est une période finie aujourd'hui. C'est ça. Une structure de l'ESS qui voudrait rester sur ce postulat va mourir en fait, désolé, va mourir. Et je crois que effectivement, dans votre question, il y a une double question. Ce qu'on peut dire, c'est que si on prend une entreprise classique, elle va plutôt valoriser son offre, ses services. Une structure ce qui est logique, c'est une structure marchande. L'ESS ne va pas faire le contraire, mais elle va avoir plus le champ de faire avec, de montrer, d'ouvrir ses portes. Là où une communication plus classique, et pour accompagner au sein de l'agence des PME, des PMI, des ETI et des structures de l'ESS, on n'a pas le même accompagnement communication. On va faire du tricoté main, du sur-mesure, on va plus rentrer chez les uns, chez les autres, comprendre vos combats. Alors qu'une communication pour une PME, on est aussi tenu à certains aspects plus de valorisation de l'offre et des services. Et c'est là aussi où la publicité a tout son intérêt. Vous voyez, c'est pas la même approche, mais pourtant c'est le même objet. Voilà. Et surtout, c'est se réapproprier la communication. On voit bien, on échanger sur des messages qui vont être identiques, des mots identiques. La communication, elle s'est faite, des spécificités de l'ESS, c'est complètement fait prendre la place par tout ce qui est RSE, toutes les entreprises à mission, à impact, enfin tout ce qu'on veut, qui communiquent super bien. Mais nos petites assos qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont persuadées de ce qu'elles font et qui pensent que sur leur territoire, on le sait très bien, mais en fait, manque de cette communication-là, bah, malheureusement, elle reste un peu dans le monde. Parce que c'est pas le budget qui et c'est ce que je dis, il y a plein de choses. Il y a le budget, il y a les moyens RH, on parlait tout à l'heure. Voilà, il n'y a qu'une seule personne et que des bénévoles, enfin voilà, c'est très compliqué. Si je peux juste compléter, en fait c'est intéressant ce que vous dites parce que je me rends compte que, et avec les échanges qu'on vient d'avoir, que ça soulève que effectivement, nous on a fait certains choix en matière de communication. On préfère organiser un café mortel et mettre à disposition, ou en tout cas mobiliser 1, 2, 3 bénévoles sur un samedi après-midi ou une soirée, que d'aller mettre du 4x3, d'investir dans des outils de com à gogo, quoi. Parce que on n'a pas, clairement là pour le coup, on n'a pas le budget. Donc oui, il y a un enjeu aussi financier que... Oui, mais en même temps, c'est du temps passé et c'est de l'argent. Voilà. C'est des choix, comme tu dis. Alors, est-ce que c'est pas la première chose à faire, c'est de dégager un budget communicatif? Bien sûr. On a parlé tout à l'heure de la com source de financement. Il y a peut-être d'autres questions. Oui, j'ai d'autres questions. J'ai d'autres questions bientôt de la salle, d'ailleurs pour la salle. Il y a des internautes qui veulent poser des questions à la salle, mais bon, on va leur donner la parole aux internautes. Question assez pointue. Pensez-vous important de communiquer clairement sur des indicateurs de performance? Cela montre aussi l'engagement de la structure et son impact sur la société. Donc là, ça s'adresse à vous 5. Pensez-vous important de communiquer sur des indicateurs de performance? Ça montre aussi l'engagement de la structure et son impact sur la société. Oui, je pense qu'il faut changer les indicateurs. Par contre, il faut prendre les nôtres, des responsabilités. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, il faut changer, mais avant de changer, qu'est-ce que ce serait les 3, 4, 5 bons indicateurs? C'est la crise, l'utilité sociale aussi. Oui, mais ça dépend des entreprises, ça dépend des... Chacun fait sa réponse. Par On exemple, commence par la gauche. Ok, on y va. Allez. Alors, si nous on devait parler d'indicateurs, ce serait déjà le nombre de personnes qu'on a, de familles qui nous ont contactés, qui sont venues vers nous,
le nombre de personnes qu'on a accueillies sur les événements. Et pour moi, ce serait ça. Ce serait notre panier moyen. Voilà. Ça, ce serait des indicateurs qu'on pourrait tout à fait communiquer. Et de toute façon, qu'on doit communiquer, puisque pour moi, la transparence, elle est nécessaire dans nos entreprises. C'est une coopérative, on appartient à tout le monde, y compris à des partenaires ou des collectivités. On doit être transparent. Donc, si les indicateurs sont mis en place, on peut les communiquer. Muriel ? Moi, j'étais plus sur des indicateurs généraux qui sont pas les mêmes que ceux d'une entreprise lucrative, où du coup, on va être plus sur des indicateurs d'utilité sociale, mais qui revient à les usagers, non-usagers touchés en fonction des besoins. Enfin, mais ça existe, hein, c'est déjà mis en place, c'est juste que voilà, faut s'entendre sur ce qu'on entend par indicateur, mais si c'est des indicateurs selon des valeurs, des critères de transition écologique et autres, voilà, c'est plutôt sur cela qu'il faut se positionner. Je vais voter en touche parce que les indicateurs, j'ai pensé j'étais plus fort, pardon, je ne vous entends même pas à 3 mètres. Les indicateurs, parité homme-femme, par exemple, ça peut être un indicateur qui peut être effectivement être évalué. Mais sinon, pour les structures que sont les nôtres dans le social et médico-social, vous savez que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont en attente de structures, de foyers, d'établissements d'accueil médicalisés, ou même d'enfants qui ont envie de pouvoir rejoindre les IME, etc. C'est très compliqué. Donc évidemment, il manque des moyens de budget, mais ça c'est autre chose. Mais est-ce qu'un indicateur ne pourrait pas être le temps de réponse? Ça peut être le temps de réponse. Les listes d'attente. Pour éclairer la décision politique, enfin là je suis avec une autre casquette, mais pour éclairer la décision politique, on a besoin de tous ces indicateurs-là aussi. Combien d'enfants sont en attente, les places, voilà, c'est ça, les listes d'attente, les délais d'attente, les âges, on a beaucoup besoin d'indicateurs pour que les décisions politiques soient prises. Les questions de vie active, etc. Bien sûr. Il me reste 2 personnes à écouter sur la question des indicateurs, parce que même si quelques-uns les connaissent et qui sont déjà établis, peut-être que chacun a un point de vue dessus. Alors, sur les indicateurs, je vais prendre un exemple d'un client ESS qu'on accompagne, qui est l'entreprise De Clercq, qui fait des vêtements en lin haut de gamme et qui est accompagnée d'ailleurs par la Grèce. Ils ont choisi un moment, et on les accompagne, donc je suis tout à fait transparente, de communiquer sur... On a par exemple une chemise en lin à 150 €. Pourquoi on a ce prix de 150 €? Et comment est décomposé ces 150 €? Là, pour moi, c'est aussi malin d'expliquer pourquoi on a ce tarif-là et qu'on n'a pas une chemise à 15 € en lin normand, voilà, 100% fabriqué en France, etc. Et je trouve que ça, ce sont des indicateurs. C'est aussi cette liberté qu'ont les structures ESS de communiquer par la preuve. Oui, c'est des preuves plus que des indicateurs. Exactement. Parce que les preuves, elles ne doivent pas changer, après, les indicateurs peuvent changer. Les indicateurs dépendent de chaque entreprise. Je trouve que ça serait un petit peu exhaustif de répondre à cette question. Il y a effectivement performance commerciale, performance en com, on pourrait dire est-ce que c'est le nombre de vues, le nombre de likes sur les réseaux sociaux, mais en fait ça n'a pas de sens parce que tout dépend de vos combats, tout dépend de votre stratégie, et là on est un peu suspendu à ça. Oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, je pouvais parler un peu plus fort. Je rejoins totalement Madame Landau. En fait, je pense que le problème là-dedans, de fond, c'est qu'on a ça, alors qu'on aimerait appeler ça indicateur de transparence. C'est pour ça que la communication aujourd'hui, elle s'est galvaudée. On parle en chiffres, on va dire les éléments qui ont les chiffres. En fait, peu importe à qui finalement on vend, ce qui compte, c'est ce qu'on raconte. Pas à qui, pas à des milliers, pas à des centaines de milliers. C'est ce qui a fait qu'on a galvaudé la communication, c'est ce qui a fait qu'en fait, marketing et communication sont ensemble aujourd'hui, alors que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et la communication doit retrouver une quête de sens, et moi je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, et le client avec qui on travaille aussi au sein de l'école. Et en fait, c'est pas juste montrer pourquoi on est performant, c'est qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ça, de nos valeurs et de nos principes. C'est pour ça qu'indicateur de performance, c'est pas une bonne question. Et je pense pas que ce soit vraiment une bonne question à poser à tous les gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire par ailleurs. Je pense pas qu'il y ait chiffres. Si, pour nos bilans, auprès des institutionnels, et en dehors, mais
sur le thème de la communication, effectivement, évidemment, on a je tous suis des d'accord. factures à payer. Enfin, en fait, ça, il n'y a pas d'évaluation. Je pense qu'en fait, on peut avoir une communication marchande qui n'a pas à rentrer en opposition avec nos valeurs et nos principes. Finalement, pourquoi on fait quoi? À partir du moment où on sait que c'est la bonne chose, peu importe à qui on va. Ce que je retiens aussi, c'est pas forcément la mesure de la performance, mais la mesure de la transparence. Enfin, donner un ensemble de choses sur la place publique. Parce qu'il n'y a rien à cacher et tout est possible. Et c'est même, je dirais pas transparence dans le terme où on voudrait cacher des choses, c'est plus de la connaissance et faire connaître en fait. C'est plus l'exemple voilà, de la chemise et aussi d'être dans un petit peu. Alors, je sais pas le bon mot, c'est pas éduqué, mais en tout cas, voilà, sensibiliser aussi. Voilà. Donc c'est voilà, cette transparence-là, mais pas dans le terme, attention, parce qu'on cache des questions. Je voulais dire par rapport à la sensibilisation, du coup le mot m'interpelle parce que si je reprends nos missions au centre de dépistage, à aucun moment j'ai communication, j'ai sensibilisation des populations, sensibilisation des professionnels de santé. Pas communication. Déjà que vous disiez que vous étiez à moins de 5% de votre temps, et en plus vous ne faites pas de communication. Ah non, mais moi, quand on m'a demandé, moi c'est un peu chercher l'intrus aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que quand on m'a demandé de participer aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu ce premier temps d'échange, je disais, moi je veux bien, mais je ne sais pas ce que je fais là, après j'ai compris. Mais c'était pas une évidence. J'ai pas besoin de vous le réexpliquer, vous savez ça va, pourquoi, parce que, bon. en fait, vous allez venir parler d'informations. Voilà. Vous avez une question? Oui, moi je voulais savoir un petit peu plus fort. Quels sont les objectifs de la communication spécifique et est-ce que ça revient à la communication classique? Et quels sont les objectifs de cette communication qui pourrait être spécifique et est-ce que ça revient de la communication classique? Alors moi je peux déjà répondre sur un point, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des outils de communication mais qui sont standards. Et là, en fonction du public auquel je m'adresse, je vais complètement modifier mon discours. Finalement, on va arriver au même message, mais je vais vraiment l'adapter si je suis dans une salle de prof, si je suis dans une usine, si je suis dans un foyer de personnes en situation de handicap, si je suis dans un quartier prioritaire avec des femmes qui viennent pour un petit déjeuner le matin. Je ne vais pas parler pareil. Je vais vraiment avoir, même si au final on arrive au même message, c'est la façon dont je vais le passer va être complètement différente. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Hein, mais... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure en début d'ouverture d'Agora, l'émetteur, le récepteur. Effectivement, si on parle à un public d'étudiants, on va être dans cette pédagogie, dans cette compréhension, dans ce partage en communication, je parle bien sûr, et aux étudiants plus largement. Si on parle à un public plus sensible ou un public qu'on doit convaincre comme toi, eh bien, tu vas adapter tes mots. Si on a un document facile à lire et à comprendre, ben, c'est encore un autre public. Et cette adaptation, ce que je disais tout à l'heure, le cousu humain, le tricotage, il est ultra important pour bien faire passer son message. C'est fini de faire des messages fleuves en disant « on espère que ça touche la cible ». Ça, c'était bon dans les années 80. Quoi. Maintenant, on est sur autre chose. Par exemple, excusez-moi, parce que maintenant j'ai compris pourquoi j'étais là, je vais y aller. Par exemple, j'ai eu l'occasion de faire un atelier palpation, d'apprendre l'autopalpation. Ma mère, on a des mannequins pour faire ça. Je suis allée dans un ESAT, j'avais 4 femmes avec moi. Et c'était super, on a passé vraiment un moment extrêmement riche pour leur apprendre l'autopalpation, lever les tabous. Par contre, si effectivement je vais dans une entreprise, une fois on était dans un laboratoire pharmaceutique, on va avoir 20 femmes autour de nous. Vous voyez, on va vraiment adapter la façon dont on va le faire. Et au final, tout le monde sort en sachant faire l'autopalpation. Je voulais juste, pour votre question qui est vraiment importante, en fait, il y a une phrase très simple, vraiment qui différencie bien les choses. Elle n'est pas de moi, mais vraiment j'y pense à chaque fois que je pratique la com. Il y a un certain formalisme, c'est-à-dire que le fond, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Oui, vraiment, c'est ça. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Elle est de Victor Hugo, c'est pas grave. Mais pour moi, elle me conduit vraiment dans mon cœur d'activité, parce que le formalisme que l'on met dans nos mots
dans le choix d'un graphique, dans le choix d'un support communication, dans une campagne de communication. Ce choix-là conditionne notre manière de voir, s'adresse à une stratégie, évidemment, il y a une stratégie associative, la stratégie globale de l'entreprise, et ça va créer cette spécificité qui va lui être propre. Et encore une fois, on parle de pas de soi, enfin on parle pas de l'entreprise, enfin souvent elle parle au service d'une autre, d'un plus grand qu'elle-même, qui est plus grand que soi, en fait, d'un intérêt général. Et l'intérêt général, il ne faut pas le perdre de vue. La spécificité, ça va s'orienter vers cet aspect-là. Donc c'est un aspect qui évite la manipulation, mais c'est un aspect un peu caméléon. Autre question? Oui. Plus fort, avancez. Voilà. Oui, je voulais savoir, c'était quoi la différence entre la coopérative funéraire en Normandie et l'entreprise funéraire classique? Alors là, c'est... Je vais tout droit. Je ne sais pas si je regarde au bon endroit, mais je vais tout droit. La coopérative, déjà, on est sur le principe, donc c'est une structure de l'ESS, c'est un homme, une voix. C'est-à-dire que toi, à partir du moment où tu es majeur, tu peux prendre une part sociale de cette coopérative. Ça veut dire qu'au-delà de donner 20 € pour le capital de la coopérative, c'est potentiellement venir apporter un coup de main, potentiellement venir prendre le café avec Estelle pour savoir, Estelle c'est notre salarié, savoir si Estelle ça va, savoir si elle a besoin d'un coup de main pour l'organisation du prochain café mortel, si elle a besoin de nouveaux tissus pour pouvoir faire des capitaux maison. Voilà, ça c'est déjà, il y a ce côté-là. Et que tu prennes une part à 20 € ou que tu en prennes 250, tu seras entendu de la même façon. C'est-à-dire que toi, on t'écoutera de la même manière puisque tu seras tout autant légitime que celui qui aura pris 250 parts. Après, dans notre, dans notre organisation, on a, comme je le disais, un salarié, on a un conseil coopératif et puis on a tous nos sociétaires. Et tous nos sociétaires sont classés dans un collège. Voilà. Et donc on a un collège de famille, on a un collège de personnes engagées, on a un collège de collectivités, un collège d'associations, etc., etc. Il y a ça c'est ce qui nous différencie aussi. Il y a aussi un deuxième truc qui, mine de rien, compte un petit peu quand même, c'est que si à un moment on avait un résultat excédentaire, ou si et quand on gagnera un peu de sous, cet argent n'est pas redistribué à des actionnaires. Il ne sera pas redistribué aux sociétaires non plus. Il reste en réserve pour le financement de l'activité, le développement de l'activité. La seule, à vérifier dans les statuts, mais il me semble que c'est ça, et je ne crois pas me tromper, la seule façon, pourquoi pas, de redistribuer un peu de sous, ce serait de valoriser nos salariés. Voilà. C'est vraiment ça ce qui nous distingue. Et puis encore une fois, le fait que on est là, au-delà de proposer la prestation d'accompagnement funéraire, c'est promouvoir de nouvelles pratiques, promouvoir des structures de l'ESS, promouvoir d'autres choses, d'autres façons de faire. On ne dit pas qu'on est meilleur, même si... Voilà. Mais quand même, il y a d'autres choses. On n'est pas obligé de se cantonner à l'économie classique. Et ceci dit, il y a des gens très bien dans l'économie classique. La finalité pour toutes les entreprises de l'ESS, c'est l'utilité sociale. Avec, dans toute, une gouvernance démocratique, avec dans toute une société de personnes. Après, il y a le statut associatif, le statut mutuel, le statut des fondations ou le statut des coopératives. Et on ne rentrera pas dans les détails puisqu'il y a plus de 40 modèles de types de coopératives. Mais elles ont toutes ça en commun, les entreprises de l'ESS. Et à l'opposé, si j'ose dire, dans les sociétés qui ne sont pas d'économie sociale et solidaire et qui sont aussi de droit privé, l'objet est le gain financier. Le gain financier pour l'actionnaire. Ce ne sont pas des sociétés de personnes, mais des sociétés de capitaux. Et ceux qui mettent des capitaux souhaitent gagner de l'argent. Et quelle que soit l'activité. Donc après, ça peut se caractériser dans le funéraire, mais ça peut se caractériser dans beaucoup d'autres types de structures de l'économie sociale et solidaire. Et d'où la question d'ailleurs, parce que la communication arrive depuis quelques années. Elle existait, mais elle est encore plus impérieuse depuis quelques années. Sur ces sociétés marchandes, etc., etc. Et donc, du coup, étant impérieuse, elle utilise les mêmes techniques, mais elle aussi rentre en concurrence, puisqu'il y a une question que je ne vous ai pas donnée de l'extérieur, qui dit question
la notion de valeur est-elle suffisante aujourd'hui, car tout le monde prône des valeurs, y compris de grandes banques capitalistiques, etc., etc. Donc, est-ce que la question de valeur tient encore la route aujourd'hui? Je crois qu'elle tient complètement la route et vous avez beaucoup plus de latitude en structure SS sur les valeurs parce que vous êtes aussi les hommes et les femmes, les sociétaires, vous êtes aussi l'incarnation de ces valeurs, de ces combats. Vous ouvrez beaucoup plus facilement, comme je disais tout à l'heure, les portes de vos activités et vous pouvez vous permettre cette communication par la preuve, cette communication sur ce que vous faites, sur vos choix, en les incarnant. Donc, c'est des valeurs, des actes, des preuves. C'est des preuves ou des exemples? Des preuves, parce que lorsque je vois les différentes structures ESS que l'on accompagne, à chaque fois, on va choisir plutôt le biais de montrer, d'aller vers, de faire témoigner aussi les bénéficiaires, les clients, on peut parler de clients de toute façon, de faire vraiment témoigner beaucoup plus, de façon beaucoup plus séquencée toutes les parties prenantes. Et même se dire à un moment donné, est-ce que notre communication, on ne peut pas la donner un peu à ausculter, à diagnostiquer à nos parties prenantes, ce que va faire beaucoup moins classiquement une entreprise. Son entreprise, elle va avoir un service marketing, communication, une direction générale, un président, voilà. Bon. Là, le fait de dire, ok, ben on met au milieu, là, les com, aidez-nous, on va sur le aller vers, c'est quand même assez spécifique à l'ESS. J'ai entendu plusieurs fois ce slogan aller vers. Aller vers les vers. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Parce que c'est, je sais pas si tout le monde connaît ce slogan aller vers dans la salle, mais qu'est-ce que ça veut dire aller vers? En fait, il y a des années qu'on fait d'aller vers. Enfin, en tout cas, dans c'est me rendre et me véhiculer vers quelqu'un, c'est ça? C'est d'aller vers les publics plutôt que d'attendre que les publics viennent vers nous. Et ça, je pense que c'est aller à la rencontre, voilà, tout simplement. Et toutes les structures de l'économie sociale et solidaire et toutes les structures de prévention faisaient déjà ça, mais là, il y a aussi quand même dans les mots des phénomènes de mode, il y a des choses qu'on retrouve 20 ans après et qui reviennent. Et là, on est dans la grande phase de l'aller vers. Tout le monde l'utilise, le champ politique, le champ économique, le champ social. Là, maintenant, c'est un peu le mantra magique, c'est le sésame. Si on fait de l'aller vers, on va vers la réussite. Mais je crois qu'aussi, on est beaucoup plus, et c'est normal, je pense que la jeune génération, ce qui est dans la salle, elle porte ça, et pour ça, je les admire. J'aime beaucoup, c'est beaucoup d'étudiants. Ça va leur plaire si vous les admirez. Non, mais j'aime beaucoup cette posture de dire, bah, faites avec nous, moi aussi, dans l'entreprise, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Moi aussi, j'ai mon mot à dire. Et je trouve ça beaucoup plus engagé. Je vais prendre ma propre génération, où nous, on écoute un petit peu, on reste à notre place, etc. Je trouve que, justement, ce petit supplément qu'apporte cette jeune génération, il est extraordinaire. Je le dis avec ma propre représentation, parce que, justement, cette concertation, cette pierre à l'édifice que chacun veut apporter, eh bien, ça apporte plus grandement une visibilité, un 360 et surtout une moisson d'idées. Donc le aller vers, c'est aussi prendre le risque, et un bon risque, un risque calculé d'avoir des moissons d'idées. Je vais faire du aller vers. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher le aller vers? Non, pas de valoriser, mais l'aller vers. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, hein, pour pallier à l'insuffisance de médecins généralistes sur le territoire, les pouvoirs publics, là, ils ont trouvé une idée géniale, c'est qu'on va faire des médicobus. Mais ça coûte très très cher. Nous, on l'a expérimenté avec la main mobile. Donc, je ne dis pas que c'est pas bien, mais il faut être conscient que ça coûte cher parce que c'est mobiliser du monde sur de la route ou sur les structures et ça a un coût pour la société. Donc, il faut mesurer l'efficience de tous ces dispositifs. Je parle pour la santé, hein, ça vaut peut-être pas sur... Je me rends au fond de la salle pour les questions. Ceci n'est pas un micro, mais ça vous permet de parler plus fort. Je m'adresse toujours à vous tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, oui. Et est-ce que, en tant que communicant, comment est-ce que vous faites pour prendre en compte les problématiques actuelles et rester ancré dans l'actualité en tant qu'entreprise de l'ESS? C'est quoi les problématiques actuelles? Les problématiques actuelles, l'actualité en général, je pense à l'actualité en général, les problématiques sociales, l'écologie. J'ai envie de répondre qu'en fait la communication est toujours adossée à une stratégie liée à une structure. Et donc c'est vrai c'est un écosystème des métiers donc, qui dépend du technique, effectivement de l'actualité, c'est vrai.
va pas communiquer, on communiquera peut-être différemment si on doit voilà, sensibiliser sur tel aspect ou reporter un événement parce que là, il y a l'événement extérieur qui est beaucoup plus important, qui a un impact très très fort. Je ne sais pas, je pense, voilà, ce qui se passe actuellement avec la situation géopolitique actuelle et est-ce qu'il faut communiquer maintenant sur tel événement, je ne sais pas, sur un sujet médico-social actuellement, là, c'était pas forcément le moment, les gens sont occupés, accaparés par d'autres sujets d'actualité, donc c'était pas, voilà, il y a des bons moments, il y a des opportunités pour communiquer, et votre question est très juste parce que vous abordez ici la question d'opportunité, de communiquer, une opportunité dans le bon sens du terme, pas dans le sens négatif. Il y a des moments pour communiquer, des moments où il faut bien communiquer, effectivement, il ne faut pas communiquer parce que les actualités ne sont pas porteuses. Il faut savoir tenir compte de tout ça. Donc c'est un baromètre, la communication, il y a une forme de baromètre en fait, en fin de compte, lié à la technique, à la logistique, au calendrier, et puis aussi effectivement aux aléas, à l'actualité. Et sur le comment, parce que effectivement vous disiez comment vous êtes au courant, enfin comment vous adaptez tout ça. Il y a aussi que vous avez ici des personnes qui sont ancrées dans leur territoire et qui sont ancrées dans la vie courante. On n'est pas déconnectés comme vous. Et c'est vrai que c'est un peu la différence avec des décisions politiques où quelquefois on a l'impression que les hauts dirigeants sont quand même déconnectés de la base de la population. Ce n'est pas le cas du tout dans l'économie sociale et solidaire. Ça rejoint ce que je voulais dire. Effectivement, on a... Non, mais ça complète et c'est super. On a cette mission, en tant que communicant et communicant, cette mission de conseil, de prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, de toute façon, notre mission de conseil et la mission de conseil qui sera la vôtre demain, c'est ça aussi. C'est d'être suffisamment alerte, agile, pour se dire, attends, là, il se passe tout un tas de trucs, il faut l'intégrer dans notre communication et l'intégrer aussi dans notre entreprise de façon plus large, dans la stratégie. Donc, si on fait comme si c'était la même chose en 2000 qu'en 2023, bah, c'est sûr que là aussi, on va faire mourir l'entreprise. Donc, on l'intègre, parfois avec des petits frottements, des irritants dans l'entreprise, dans les collectivités, dans les associations qu'on peut accompagner. On leur dit, ben, là, on trouve que c'est par rapport au contexte, c'est pas simple. Mais d'un autre côté, on a cette mission, on a, j'allais dire, on met notre manteau de conseil, quoi. C'est notre job de conseiller, de dire go, no go là-dessus. Et c'est une vraie mission, je pense, que ça soit en agence ou dans les structures ESS. Oui, quand tu parles de mission, c'est en fonction de la structure dans laquelle on est. Si on parle de l'ESS en général, c'est compliqué, on ne peut pas rebondir sur tout. Quand on est une structure locale et les problèmes, effectivement, il y a des problèmes géopolitiques, mais c'est plutôt aussi des problèmes sociétaux qu'on peut avoir, qu'on va ressentir quand même plus fortement localement. Là, plein de structures de l'ESS vont être concernées évidemment parce que c'est leur mission du quotidien. Et évidemment, dans la communication, c'est soit de dire bah, il y a ce problème-là, nous on a la porte ouverte, venez, voilà, on fait des permanences spécifiques. Enfin, voilà, ça c'est de la communication aussi. Et c'est vraiment en fonction de la mission et de l'activité de la structure. D'une manière générale, c'est difficile comme ça de répondre, enfin, d'une manière très générale à la question, mais on peut avoir, voilà, en fonction même de faits de sociétés très très locaux, et on est évidemment ESS, une structure très proche sur le territoire, et également aussi pouvoir rebondir sur l'actualité parce qu'on a aussi des réponses, nous, ESS, qui sont peut-être méconnues, et pouvoir dire, enfin, nous par exemple en tant que CRES, dire bah oui, là il y a ces problématiques-là, bah, vous pouvez aussi peut-être vous diriger vers telle structure de votre territoire qui peut aussi répondre à ça, quoi. Donc voilà, il y a, soit en période Covid ou autres faits plus récents, plus compliqués, et on est touché de toute façon dans son quotidien de structures, voilà, notamment de SS. Très rapidement, je voudrais aussi parler du pouvoir de dire non. Non, cet événement, on ne va pas le faire parce qu'il n'est pas éco-responsable. Non, cet événement, non, cette action ou ce flyer, on ne va pas le faire parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a construit comme fondation au départ sur la marque, sur les valeurs, sur les combats. Et ce pouvoir du non, il est important. Non, c'est pas éco-responsable de faire ça. Voilà. Et ça, c'est aussi à vous qu'allez prendre le relais, mais à nous au quotidien d'animer ça dans nos structures. D'autres questions, autres rebonds? Peut-être des éléments sur lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord. Oui.
Vous m'avez demandé de poser une question à Madame Cartier, non? Très bien, très bien. Je blague. Non, mais c'est pour vous quand même, Madame. Acteurs mutualistes que nous sommes, on est amené à financer des festivals, des courses, etc. Entre autres la Rochambeille. Et tout à l'heure, vous avez dit c'est un moment festif pour les femmes, et entre copines, etc., ce qui est la réalité. Moi, je pense quand même qu'au niveau de la communication interne dans les familles, entre les grands-parents, les parents, les petits-enfants, etc., le côté anxiogène du cancer est légèrement dépassé. Je ne vais pas dire complètement dépassé, mais ça, c'est déjà un élément important. Est-ce que vous pensez que votre communication, votre sensibilisation doit aussi s'adapter à ces grands mouvements? Parce qu'il y a Movember pour le cancer pour les hommes, il y a un certain nombre d'autres... Il y a Mars Bleu, il y a... etc. Et on est dans une évolution aussi entre le ludique qui peut cacher aussi un certain nombre de choses. On se voit la face, etc. Qu'est-ce que vous pensez de... Quand je disais que le message se perdait, c'était plus sur l'aspect commercial qu'il peut y avoir à côté. Et que la Rochambeille a su restructurer d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu moins de femmes, un message un peu plus porteur, un choix des structures à qui les dons sont réalisés et une grosse communication sur les dons. Donc en fait, ils s'en sont aperçus aussi, hein, moi je connais beaucoup avec eux, ils ont bien vu qu'à un moment donné, on échappait à l'idée même première de cette Rochambeille, et donc ils ont recentré les choses, et je trouve qu'ils ont très très bien réagi, et tout au long de l'année, même là sur les inscriptions, on sait pourquoi on le fait, on sait à quoi sert le don, puisqu'il y a des structures qui sont bénéficiaires, qui expliquent au moyen de petites vidéos. L'autre partie sur l'aspect, alors c'est moins vrai sur le côlon, on y arrive un peu moins, parce que là on est sur le côlon, les selles, enfin c'est un peu moins facile d'en parler, et puis ça touche les hommes, et les hommes, faut y aller quand même. Hein, Vous voulez dire quoi par là? Eh bien, les hommes sont un peu plus concernés par le cancer du côlon, par exemple, et ils participent beaucoup moins que les femmes. Voilà. Vous voulez dire qu'ils reçoivent les messages de santé différemment? Les mêmes, voilà. Alors, ils sont toujours au courant, ils l'ont toujours fait, ils vont toujours bien, sauf que, ils sont un peu moins ancrés dans la prévention, les hommes. Les jeunes générations, ça va changer, j'en suis convaincue, mais bon, il faut arriver quand même à les emmener. Mais cet aspect presque affectif de j'accompagne ma mère à sa mammographie, je sollicite ma tante pour qu'elle prenne son rendez-vous. Ça a été vraiment utilisé par l'Institut national du cancer qui nous avait fait, alors après Marlène Jobert, hein, parce que je vous ai parlé de Marlène Jobert, mais on a toute une série d'affiches qui se déclinent, et c'est très intéressant. Si on regarde la déclinaison des affiches au fil du temps, on voit notre évolution sociétale aussi. Et à un moment donné, on avait une belle affiche où c'était dépistage du cancer du sang, parlez-en à celle que vous aimez. Donc en fait, c'était ça, c'était vraiment, c'était même plus faites-vous dépister, c'est accompagner la personne que vous aimez, avec cette bienveillance et avec... Donc voilà, je ne sais pas si je vais peut-être pas répondre à vos questions. Disons que, oui, l'évolution, aussi, en répondant en disant qu'il y a une évolution dans les messages, ça répond en partie à ma question. Et qu'on a cassé les tabous mère-fille. J'ai régulièrement des femmes qui me parlent de leur fille, des filles qui me parlent de leur mère. Et ça, on le rencontre moins dans le milieu masculin. Effectivement. D'autres questions pour le moment? Une autre question que je découvre là, elle est peut-être un tout petit peu taquine. Vous avez souvent des organismes qui peuvent se comparer, qui peuvent prendre leurs valeurs. Vous avez parlé de communication, RSE, etc., etc. Comment vous pourriez imaginer, dans 5 ou 10 ans, que vous soyez encore innovant en communication? Déjà, la communication. Plus fort, plus fort. La communication est un secteur qui est constamment en train de se transformer et en train d'évoluer. Regardez la communication numérique. La communication numérique, elle est constamment en mouvement. Les applications ne cessent de bouger. Vous-même, enfin, j'imagine, je m'attends si c'est évident dans la salle,
Vous voyez bien à quel point tous les supports en termes de numérique sont extrêmement évolutifs. Donc la communication est constamment est une expertise qui est très comment dire, très qu'il faut appréhender avec vraiment beaucoup de recul et puis avec beaucoup de finesse, parce que vraiment il y en a vraiment beaucoup d'outils et c'est tant mieux. Et donc il y a une évolution technologique qui accompagne la communication, qui fait partie de la communication, et la communication est tout sauf statique. Déjà ça c'est une première chose. Et j'ai envie de passer ce message, j'en profite, pour les étudiants, de défendre leur métier de communicant, vraiment, que ce ne soit pas un métier hybride. Vraiment, quand on fait de la communication, on fait de la communication, on ne fait pas autre chose à côté. C'est ça que je souhaite défendre, parce que c'est un métier à temps plein, et c'est vraiment, c'est un métier, c'est une vraie expertise, et vraiment, défendez-la avec le courage qui est le vôtre. Mais c'est vrai, enfin, évidemment avec l'écosystème qui est le nôtre, les valeurs économiques, mais vraiment, moi quand je vois par exemple des personnes qui sont assistants de direction ou en même temps en charge de communication ou responsables qualité en charge de communication, ça me semble... Je vous disais qu'il fallait pas que je vienne. Ça me laisse perplexe, mais j'ai dit franchement, je pense que c'est important. Voilà, un communicant est un communicant, voilà. C'est ce qu'on défend au sein de l'association. Innover dans 5 ans, innover dans 10 ans, ça passera par les canaux, les techniques. Les canaux, les techniques, le regard que l'on porte sur la communication aussi. D'accord, donc peut-être on saura dans 5 minutes, pas dans 5 ans, peut-être comment notre regard aura changé. Dites-nous dans 5 minutes. Vous, Charlotte ou Muriel, comment dans 5 ans on peut imaginer que les organismes de l'ESS vont innover en communication? C'est la question que je reformule là. Ils vont forcément innover en communication parce qu'ils ne sont pas hors sol, qui prennent en compte ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le contexte exogène, ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, et pour rester sur la stratégie qui est mon domaine et que je défends à tout prix, comme vous, sur la partie de métier, que ces outils digitaux, ces outils numériques, même je pense à ChatGPT par exemple, ben, moi je trouve ça particulièrement génial, mais ça ne remplacera jamais un humain. Donc, de toute façon, c'est des outils à notre service. Et on continuera à innover, à penser d'autres applis, à penser la communication autrement, si on prend toujours en compte, pour innover, nos cibles, nos parties prenantes, voilà. C'est l'humain qui va faire qu'on va de toute façon obligé d'innover, et obligé dans le bon sens du terme. Pour moi, l'innovation, elle sera toujours là, et il n'y a pas de... On ne va pas se faire dépasser par la technologie, il restera. J'utilise ma ChatGPT tous les jours. Mais ça va... Je crois que la question, il n'y avait pas que la technologie, il y avait aussi les concurrents, il y avait aussi le secteur marchand. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui ont quand même pris ce qu'on pourrait appeler des valeurs de l'ESS et qui ont très bien capitalisé dessus pour les montrer à l'extérieur alors qu'ils n'en faisaient pas partie. Dans 5 ans, ils seront peut-être plus là. Les structures d'économie sociale et solidaire sont là depuis très longtemps. Il y a de l'innovation sociale, donc de toute façon, même si en termes de... on aura toujours les mêmes outils que les autres pour communiquer, c'est comment on les utilise et ce qu'on passe comme message, c'est notre message et l'utilisation qu'on en fait qui est différente. Et du coup, il y aura toujours de l'innovation sociale parce qu'il y aura toujours de nouveaux besoins pour les personnes sur nos territoires. Donc de toute façon, à ce niveau-là, on sera toujours présent et puis on se montrera par bien qu'on garde notre place ou qu'on prenne en tout cas... Peut-être qu'on sera les seuls à avoir encore ce message-là, peut-être que les autres seront passés à autre chose, mais comme nous, ce sont nos valeurs intrinsèques, de toute façon, c'est notre ADN, donc on continuera avec ces mots-là. C'est ça. Eux, ils seront peut-être plus là-dessus dans 5 ans. En fait. On a parlé innovation sociale, on a parlé innovation technique, mais je dirais aussi que l'ESS, ce que je peux voir comme je suis un peu interne, c'est aussi cette innovation managériale. Je trouve que dans les entreprises, les fondations, les associations qu'on accompagne dans le secteur ESS, vous avez cette innovation managériale de se dire, voilà, est-ce qu'on met pas tout le monde en horizontal, est-ce qu'on passe pas sur une semaine 4 jours et demi, est-ce que des entreprises aussi y vont, mais vous avez ce petit plus de une voix, un homme, une voix, qui fait que les décisions se prennent plus vite. Et cette innovation managériale, elle me semble aussi à souligner. Juste, je voulais souligner par rapport à ce que vous disiez, c'est que moi, tous les outils de communication m'arrivent de l'Institut national du cancer. On ne fait pas nos outils en interne, donc là, c'est des équipes de communicants. Après, c'est la façon dont on le décline sur le territoire et l'outil qu'on va utiliser en fonction du public qu'on va rencontrer.
Et de temps en temps, je m'appuie sur d'autres vecteurs de communication. Il y a des bandes dessinées, il y a des qui me permettent aussi, il y a des schémas que je vais choper à droite à gauche et qui me permettent de communiquer. Mais on ne crée pas notre communication. De toute façon, on n'en a pas les moyens ni le budget. Ça nous vient de l'Institut national du cancer. Et dans 5 ans, moi, je ne serai plus là pour... Je vous regarderai faire. Alors, j'ai sur le fil des SMS, j'ai une question qui me fait sourire parce qu'en fait, elle ne s'adresse pas à vous, elle s'adresse à la salle et en particulier aux étudiants. Question aux étudiants de la salle. Aujourd'hui, seriez-vous plutôt intéressé par faire de la com dans une structure de l'économie sociale et solidaire ou bien dans une structure du secteur lucratif? C'est pas un sondage, mais je veux bien me rendre près de vous pour écouter s'il y en a qui ont plutôt envie de faire de la com dans une structure où l'argent est quand même la finalité, et s'il y en a qui ont envie plutôt de faire de la com dans une structure où finalement c'est d'abord l'intérêt général. Qui veut se faire des pépettes là? Vous avez déjà fait des choix? Qu'est-ce qui va vous aider à vous déterminer? Maintenant, je prends le couplet. Un petit peu plus fort, attiré par l'argent. Ouais, pour l'instant, mais en fait, si vous voulez, il y a un problème qui s'opère, et je reviens avec ce que vous disiez, Louis, c'est que maintenant, dans la communication, vous avez de plus en plus d'entreprises qui recrutent pour des sommes dérisoires et qui demandent de faire énormément de choses. C'est-à-dire que vous devez être photographe, spécialiste vidéaste, je raconte encore les compétences qu'il y a derrière. Donc évidemment, maintenant, quand la communication est vue qu'on nous apprend tout ça, derrière, on peut être rémunéré à notre juste valeur. Après, déjà passer cette étape-là, ce serait bien, mais je ne pense pas qu'un communiquant entre un salaire de 3 000 € et travailler pour une bonne cause, ou un salaire de 2 000 et travailler pour une bonne cause, là effectivement je prendrais les 3 000 et je travaille pour la bonne cause. Moi, Surtout que vous avez un caractère de militant. Ça va. D'autres points de vue? Vous n'avez pas encore choisi non plus. Mais on n'est pas obligé de choisir, je pense vraiment. Ils auront plusieurs vies, plusieurs métiers. Je ne pense pas que ça soit aussi... Honnêtement, je trouve que c'est pas un bon débat parce que dans une carrière, ils auront tellement de possibilités que l'essentiel, et pour répondre au jeune homme qui est derrière vous, l'essentiel, c'est pas d'être un bon couteau suisse. L'essentiel, c'est de savoir vraiment de développer une expertise. Et peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc, quand on fait du recrutement, et moi j'en fais beaucoup sur des aspects de jeunes diplômés, quelle est votre valeur? Qu'est-ce que vous avez envie de faire et qui vous fait le plus kiffer, triper? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? C'est ça que vous devez mettre en avant, plutôt que d'être un beau couteau suisse généraliste. Et finalement, un couteau suisse, ça fait tout et pas tout très bien, en fait. Bien sûr, mais voilà. c'est bien ce que je dis. Le problème, c'est que maintenant, on est d'accord. On cherche des couteaux suisses. Oui, alors notre rôle chez Notable. Maintenant, on n'a plus le côté artistique qu'on avait dans la communication avant, et que maintenant, en fait, c'est pour ça qu'on a toujours des choses qui sont assez fades. Mais, comme le disait ma collègue à côté, là, la communication est un métier, et nous, chez Nota Bene, en tout cas, on a un rôle un peu militant en tant qu'association des pros de la com et du marketing en Normandie, de défendre ce métier et de dire, ça nous arrive régulièrement, je ne vais pas vous citer qui, mais d'appeler en disant, là, il y a une offre, votre offre, elle est effectivement communicant, photographe, réseaux sociaux, et si en plus, ils pouvaient faire un petit peu de shooting à côté, ça serait bien. Ben non, en fait, cette offre-là, c'est 3 personnes. Donc, ça nous arrive aussi de dire, d'appeler l'annonceur en disant, ok, là, il me semble que ça va même nuire à ton image, donc revois ton offre, décide de vraiment quel est le profil que tu cherches. Voilà. Ça reste à la marge. Il y a du boulot. Déjà, moi, je pense que sans forcément être en tension, le secteur de la communication, il est en quête de sens et d'identité. Parce qu'en fait, dans ce secteur qui est hyper d'actualité, très tendance, très mainstream, en fait, pour le dire tel qu'il est, les recruteurs recherchent le mouton à 5 pattes. Et au-delà de ça, ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils ne savent même pas définir leurs besoins parce qu'ils ne savent pas définir ce qu'est la communication pour une grande partie d'entre eux. Et ce que vous faites, c'est très bien, ça passe par la sensibilisation en disant voilà, l'offre, elle n'est pas bien, et c'est très très bien, mais ça reste malheureusement à la marge.
moi, pour ma propre expérience et pour l'expérience de mes étudiants aussi, moi, pour ma propre expérience avant mon ancienne vie de communicant, de recherche d'emploi, je faisais face, je faisais des dizaines et des dizaines de candidatures par semaine pour des postes où gagner le SMIC sur un 39 heures, vous pouvez être community manager, graphiste, social media manager, des chemins. Ça n'avait aucun sens. Et en fait, je pense que c'est ça le problème. C'est pas la demande le problème, ni sur le bien fondé par ailleurs de leur motivation et de leur valeur, qui pour moi n'est pas un débat. Je pense que c'est assez simple finalement de pouvoir bien gagner sa vie, surtout dans un environnement où aujourd'hui c'est très compliqué de gagner sa vie, où il y a énormément d'inflation, etc. C'est pas, pour moi, il n'y a pas un bon débat public où on sait reconnaître ce qui est important pour nous. Mais c'est l'offre. Enfin, le vrai problème pour moi, c'est l'offre. Mais pas que dans la communication. En fait, il y a un vrai problème dans l'emploi. Le bouton à 5 pattes, il est partout. Et voilà, définir correctement une offre. L'employeur qui. Et donc, voilà, je pense que c'est pas. Voilà. Et là, je pense qu'on est vraiment dans un tournant sur. Les problématiques d'emploi, l'attractivité des métiers, l'attractivité des métiers, mais effectivement, quand on a en face, voilà, on sait pas, on met une offre où il y a tout n'importe quoi dedans, effectivement, c'est pas attractif. C'est un problème de société. De société, voilà, et pas uniquement ESS, enfin, tout le monde a ce problème-là. Et sans parler de société, enfin, si on se recentre un peu au local, alors on s'interroge sur l'attractivité des métiers, et après on peut aussi s'interroger sur le financement des structures. Parce que si on n'a pas de financement, on ne peut pas aller recruter un master 2 en com à 2500 euros ou 3000 euros. Enfin voilà, ça c'est clairement c'est pas la priorité. La priorité ça va être le service rendu à la famille, à l'usager, à l'accompagnement des publics. La communication va rester, et je suis désolée de le dire, va rester un peu derrière parce que on va se dire on va attendre d'avoir un budget pérenne pour faire ça. Et ça on en est désolé. Parce que bah voilà, moi je kifferais avoir à la COP un communicant qui soit là 35 heures par semaine et qu'on puisse rémunérer 3000 euros. Bah là, tout de suite, c'est pour près d'arriver. Surtout pour organiser le festival de la mort. Ouais, alors parce qu'on pouvait le faire de manière bénévole, voilà. Mais ça pourrait être un super projet d'école. Mais je pense que vous pourriez vous amuser, vraiment. On la perche aux écoles. N'hésitez pas. On en fera une deuxième sur je communique et je prends des bénévoles. Hein. Ouais, c'est ça. Pour recentrer, on a passé presque déjà 2 heures ensemble, ce qui est vraiment, enfin, il y a pas mal d'échanges avec l'extérieur et puis avec vous aussi, avec vos questions. Moi, j'aimerais vous poser 2, et ce serait à vous d'avoir les mots de la conclusion, je ne donnerai pas d'ordre, hein. C'est qu'est-ce que vous retenez cet après-midi, et puis qu'est-ce que vous donneriez à ceux qui ont écouté pour aller plus loin. Alors, on a dit un vrai métier, on l'a dit économie sociale. Qu'est-ce que vous donneriez sur ces 2 dimensions? Et puis qu'est-ce que vous retenez? Donc ça fait 3 questions. Voilà. Et vous avez quelques instants pour répondre chacun. Puisqu'on va clôturer 17h, c'est fini. Quelques-uns passeront boire un coup et nous on clôturera puisqu'on est aussi en direct et on clôturera à 17h pétante. Donc je vous laisse les mots de la fin et je vais aussi projeter une diapo avec un bouquin de marketing. Oui, il y en a aussi. Des bouquins de com, quelques liens qui peuvent inspirer à l'extérieur et dans la salle pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Donc je vous laisse les mots de conclusion, qu'est-ce que vous retenez, et puis comment à ceux qui sont ici et ailleurs, la manière dont vous leur proposez de prolonger la discussion d'aujourd'hui. À vous, les derniers mots. Merci. Bon, allez, je commence. Je continue. Oui. Ouais. Alors, ce que je retiens de cet échange, c'est qu'on a encore beaucoup à apprendre et que c'est bien dans le partage et dans le collectif qu'on apprend. Ce que je vous invite à faire, c'est à être toujours transparent et à vous mettre à la place de celui qui reçoit l'info. Et comment on poursuit l'échange? On est à IF, la porte elle est ouverte, à minima 35 heures par semaine. Donc vous pouvez venir passer prendre un café, puis on en cause autour d'un café, quoi. Alors, ce que je retiens, alors des échanges riches, qu'on a encore beaucoup d'interconnaissances à avoir entre nous, et plus on est nombreux pour aussi faire entre nous passer nos messages, du coup, plus
plus on est fort et on y arrive, on se fait entendre, et donc c'est ce que ça nous conforte, en tout cas moi à la CRES dans notre club des communicants de l'ESS pour continuer nos balbutiements de club et voilà, poursuivre nos actions là-dessus et surtout les développer entre nous. À vous dire, moi en fait, c'est pas tant la communication que dans son métier, je vous souhaite que vous vous plaisiez, même si vous n'êtes pas payé très cher, moi j'ai fait des choix et franchement, c'est de faire un métier, quelque chose qui vous plaise, parce que c'est quand même une grosse partie de votre temps, et quand on n'est pas heureux dans son métier, malheureusement, il y a plein de gens qui subissent, voilà, en communication ou ailleurs, c'est vraiment très important de un peu s'éclater quand même dans son boulot, même si c'est pas rose tous les jours, mais quand même, c'est quand même les valeurs, ce qui vous rendra heureux aussi dans la vie. Et la troisième question, c'était comment on continue dans le club des communicants de l'ESS. Alors moi, je vais surtout porter mon attention sur exercer en toute transparence, en fait, pour s'ouvrir toujours sur l'extérieur et faire réseau. Parce que c'est ça le rôle de communicant. Et ce que je voudrais vous dire, c'est exercez-le, mais n'oubliez pas que c'est un métier artistique aussi. Et donc, si on se dirige vers ce choix, c'est que vous avez cette fibre-là et que vous avez envie de vous ouvrir sur l'extérieur, faire réseau et avoir ce courage-là aussi de l'engagement. Voilà. Donc, pour moi, ce débat s'articulerait autour de ces trois notions-là, d'être singulier, chacun a sa propre singularité à apporter. En tant que communicant, vous avez votre édifice à construire, à apporter, parce que vous allez vous construire au fur et à mesure que vous allez apprendre en termes de communication, vous allez élaborer vos outils, et par les choix que vous ferez, vous allez vous déterminer dans une forme de communication qui vous déterminera. Donc choisissez bien, et avec vos convictions et vos valeurs. Moi, je trouve qu'on a eu un débat super intéressant, et j'ai trouvé qu'on était quand même assez alignés, même avec chacune son ADN. Moi, je dirais que je suis confiante dans cette jeune génération, je le redis encore une fois. Je crois que c'est important de l'entendre parce qu'on entend tellement autre chose que je refais se passer ce message en force. Je suis confiante, la relève est assurée, et continuez à être curieux, à vous ouvrir, à chercher, à lire, à explorer. Soyez curieux de tout. Remettez les choses en question, vous avez bien raison. Ma génération a été trop taiseuse. Continuez à porter vos combats, continuez à mettre en avant vos valeurs, et vous avez toutes vos places dans les entreprises, telles qu'elles soient, celles de l'ESS et des autres. Ouais. Alors, donc, moi, je suis pas une communicante, vous l'aurez compris, même si je fais de la communication. Deux mots, peut-être, vous avez dit beaucoup de choses, et je partage, mais l'adaptabilité, soyez perméable au public que vous avez en face de vous, l'humilité et l'éthique, surtout. Puis l'adaptation, vraiment l'adaptation, et puis personne n'a la vérité, il faut s'adapter au milieu dans lequel on est et trouver les bons messages, savoir se mettre à la portée. C'est pas de la démagogie, c'est pas du populisme, du tout, mais c'est de sortir alors si vous sortez un outil de communication, c'est de tester, mais c'est de sortir d'une réunion publique ou d'un moment de communication en ayant la conviction que vous avez été compris. Ne pas hésiter à demander est-ce que j'ai répondu à votre question, est-ce que ça correspond à votre attente, parce que ça c'est extrêmement important. C'est terrible de passer du temps et que finalement l'objectif soit pas atteint. Voilà, que ce soit pas atteint. Comment le poursuivre? Moi j'ai pas d'idée, parce que de toute façon je suis un peu hors. Comment poursuivre? J'ai oublié de dire, bien sûr, rejoignez-nous chez Nota Bene, l'association des professionnels de la com en Normandie. Effectivement, on va avoir besoin, on va changer les bureaux prochainement, donc on a besoin de force vive, on a besoin d'étudiants aussi. Donc voilà. Après être entré au club de la communication. Mais de toute façon, on est complètement en vase communicant. Et les réseaux, alors peu importe les réseaux, de toute façon les réseaux au sens large, ça permet quand même cette ouverture d'esprit. Et en communication, c'est un peu le critère numéro 1. Personne n'a raison, c'est au contraire. Faire réseau. Surtout, travailler votre réseau. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir l'acquérir loin. Un grand merci à chacune des interventions et des intervenants évidemment.
et puis à tous ceux qui ont posé des questions, à ceux qui ont écouté dans la salle, à l'extérieur. Il y aura un replay disponible dans quelques heures, et puis, puisque vous étiez tous inscrits, il y aura également un petit questionnaire qui vous sera envoyé. N'hésitez pas à me renvoyer, vous, ce que vous en avez pensé, parce que ça permet aussi à ces rencontres-là de progresser. Merci à tous pour cet échange, et puis à très bientôt sur d'autres Agora mutualistes. Merci. Merci.